Bien. Bonjour mesdames et messieurs. Nous allons pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue à cette matinale santé dont l'invité est Xavier Breton, député de l'Ain et président de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la révision des lois de bioéthique. Son intervention portera sur ce thème et à l'issue de son intervention, vous pourrez évidemment lui poser des questions. Le débat sera ouvert. On vous demandera juste de remplir les questionnaires si vous le souhaitez que vous avez devant vous et de les déposer à la sortie. Le rendez-vous qui nous réunit ce matin est organisé par la Mutualité française Centre-Val de Loire et par la Nouvelle République. Donc pour commencer, je donne la parole à Patrice Lamoureux, délégué départemental de la Mutualité française Centre-Val de Loire. Bonjour à tous, donc, monsieur le député, madame la maire adjointe déléguée à la santé, mesdames et messieurs les responsables associatifs, madame Ratsivalaka, mesdames et messieurs. Je suis ravi de vous accueillir ce matin au nom de la Mutualité française Centre-Val de Loire pour cette nouvelle matinale santé co-organisée avec la Nouvelle République de l'Ain et dédiée à la révision des lois de bioéthique, à ses enjeux et à ses perspectives. La bioéthique se définit comme l'étude des problèmes éthiques soulevés par la recherche biologique, médicale, technique ou génétique et de leur acceptation par la société. Dans les sociétés caractérisées par un degré significatif d'aversion au risque, la remise en question des usages établis en matière de santé conduit à encadrer le progrès et ses applications, parfois a priori au nom du principe de précaution, quitte à se priver des avancées induites. La réflexion éthique doit, par conséquent, interroger le rapport social au risque, en favorisant l'émergence de mécanismes de régulation a posteriori. Ainsi, elle parviendra à exploiter les bénéfices du progrès tout en limitant les conséquences de l'aléa. En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France, et au regard de son application aux côtés des mutuelles dans la couverture du risque santé, la Mutualité française entend apporter une contribution centrée sur l'humain et la solidarité au débat ouvert par les États généraux de bioéthique d'avril dernier. Je cite, « Il ne peut y avoir de progrès si l'innovation n'est pas partagée. Il ne peut y avoir de progrès partagé sans solidarité. » À ce titre, le progrès médical, qui permet de plus en plus une médecine personnalisée et prédictive, ne doit pas conduire à exclure les plus démunis et à accroître les inégalités sociales. L'intelligence artificielle, les données de santé, la fin de vie, la santé environnementale sont aujourd'hui des thématiques au cœur des préoccupations du mouvement mutualiste. Ce sont des véritables enjeux de société sur lesquels nous devons réfléchir et agir. Il est évident qu'un acteur comme le nôtre ne peut répondre seul à ce défi. L'engagement des pouvoirs publics est essentiel pour traiter à la racine les inégalités face à l'exposition au risque. Au regard de la complexité des problématiques posées par les lois de bioéthique qui touchent à la manière de faire société et à l'accélération du rythme des innovations, il semble pertinent que les lois de bioéthique se structurent autour de grands principes. Charge ensuite aux parties prenantes, aux côtés des pouvoirs publics, de trouver des consensus pour les traduire ensuite dans le droit et les appliquer. Avant de vous laisser la parole, M. Breton, et de vous permettre de nous apporter votre éclairage, je tiens à vous remercier pour votre présence ce matin et d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la Mutualité française Centre-Val de Loire. Ainsi que vous toutes et tous, mesdames et messieurs, d'avoir répondu présent à cette matinale santé. Je vous souhaite un bon petit déjeuner et des échanges fructueux. Je vous remercie. Xavier Breton, vous êtes, comme je l'ai rappelé, bonjour, Xavier Breton, député de l'Ain depuis 2007, également conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, région présidée par Laurent Wauquiez, qui est, comme chacun le sait, président du parti Les Républicains, auquel vous appartenez. Vous êtes un parlementaire travailleur, classé à l'Assemblée nationale 60e député le plus actif, sur 577, ce n'est pas mal. Vous êtes secrétaire de la commission des lois, vice-président des groupes d'études Fin de vie, République et religion et conditions animales. Vous êtes aussi président du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Vatican, sans compter la cinquantaine de groupes d'études dont vous êtes membre.
Vous avez souhaité créer au printemps dernier une mission d'information de l'Assemblée nationale sur la bioéthique, en vue de la révision de la loi qui doit intervenir l'année prochaine, prochainement. Vous en êtes le président, Jean-Louis Touraine, député de La République En Marche, en est le rapporteur. Vous représentez également l'Assemblée nationale au sein du Conseil d'orientation de l'Agence de biomédecine. Alors, pour ouvrir votre intervention, j'ai une question. Pourquoi avoir voulu créer cette commission d'information de l'Assemblée sur la révision des lois de bioéthique? Bien, je vais peut-être me mettre debout, de façon à avoir la place. Merci, Madame Ratzivalaka, pour cette introduction. Je voudrais, avant de répondre à votre question, remercier Monsieur le délégué départemental pour son invitation et son accueil, puis saluer Madame la maire adjointe et vous saluer chacune et chacun d'entre vous. Dire aussi qu'on va aborder durant cette matinée des questions de bioéthique et sous forme un peu d'avertissement, dire que ce sont des sujets qui sont sensibles, qui touchent à l'intime et qui touchent aussi à des cas personnels qu'on peut avoir connus soi-même, dans sa famille, auprès d'amis. Et que, quand nous évoquons des sujets comme cela, il faut être prudent, mais dans le même temps, il faut légiférer. Et qui dit légiférer, c'est prendre effectivement des décisions. Et il faut toujours essayer d'éviter, bien sûr, les maladresses dans ce qu'on dit, mais c'est quand même un sujet qui est sensible. J'ajoute aussi que je n'ai pas de compétences particulières pour en parler au niveau professionnel. Je ne suis pas un professionnel de santé, je n'ai pas fait d'études de philosophie en bioéthique, etc. Donc, je suis simplement un élu qui ne laisse pas justement ce sujet-là à quelques experts, parce que je crois que c'est important que sur ces sujets, que ce soit tous les citoyens qui soient concernés, mais c'est vrai que je n'aurai pas toujours les compétences médicales, etc., qui peuvent exister. Donc ça, c'est aussi important à préciser. Puis je dirais aussi, troisième point, c'est que j'ai des convictions, des opinions sur le sujet, qu'effectivement que je défends, mais ce matin, je crois qu'on ne se place pas dans le cadre d'une réunion militante. Je ne suis pas là pour vous convaincre d'être pour, contre, etc. Je crois que dans la phase dans laquelle nous sommes, qui est avant le dépôt du projet de loi, c'est beaucoup plus une phase de questionnement, d'échange sur lequel on doit travailler ensemble. Et finalement, ça rejoint votre question. C'est effectivement pourquoi cette mission d'information. Eh bien, c'est en vue de la préparation de la révision des lois de bioéthique, c'est de prendre un temps d'évaluation de la loi précédente et également de voir un peu une actualisation des évolutions en termes technologiques, scientifiques, en termes sociétals également. La sociologie évolue, et de telle façon à ce que nous participions à la préparation de la discussion parlementaire qui va avoir lieu sur ce projet de loi. Il y a eu beaucoup d'éclairages qui ont été faits, qui ont été apportés au cours des derniers mois. Nous évoquions les états, vous évoquiez les états généraux de la bioéthique, mais il y a eu l'avis juridique du Conseil d'État, il y a eu l'avis technique de l'Agence de biomédecine, qui est l'instance réglementaire dans ce domaine. Il y a eu le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qui a fait un éclairage, lui, à proprement parler éthique. Tout ça, ça vient contribuer, et nous, avec notre mission d'information, eh bien, c'est l'éclairage parlementaire pour dire, voilà où est-ce que nous en sommes. Et je crois que c'est déjà le premier point, en vue de l'adoption, enfin de la discussion, puis de l'adoption de ce projet de loi, c'est de s'interroger sur ce qu'est la révision de la loi de bioéthique. Ensuite, on verra un peu les thèmes qui sont importants, qui vont structurer cette réflexion. Puis je vous proposerai à la fin quelques clés de lecture par rapport au débat tel qu'il s'annonce dans l'espace parlementaire, dire voilà un peu les clivages qui peuvent exister, les a priori, les conceptions, etc., qui peuvent se manifester. Donc tout d'abord, cette révision des lois de bioéthique. Il y a la révision et puis il y a les lois de bioéthique. Il faut d'abord commencer par les lois de bioéthique. Ce n'est pas évident d'avoir des lois de bioéthique. La France est un des rares pays à avoir des lois de bioéthique. Il y a une exception française à ce niveau. Rappelons-nous que la première instance qui a été constituée à un niveau national en matière éthique, c'est le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qui a été créé à l'époque par François Mitterrand, président de la République, et qui s'est dit par rapport à ces sujets, il y a besoin effectivement d'avoir un éclairage de scientifiques, de personnel médical, de philosophes, des grandes options spirituelles dans notre pays, etc., qui se retrouvent au sein du CCNE. Et puis, il y a eu ensuite un rapport du Conseil d'État, c'était Guy Bréban, qui était une grande figure de la justice administrative, qui avait fait
ce rapport en disant il y a besoin d'aller, d'inscrire un peu, de créer un droit de la bioéthique. Et finalement, ça a débouché sur la première loi de bioéthique qui a été celle qui a été adoptée en 1994. Donc, cette loi de bioéthique, vous allez aller dans d'autres pays, eh bien effectivement, vous avez des dispositions législatives qui se retrouvent dans tel texte, dans le droit de la santé, dans le, etc. Mais d'avoir vraiment une loi, un corpus vraiment qui soit cohérent et homogène, la France est un des rares pays à l'avoir. Donc il y a eu cette première loi de 1984. Ce sont la loi de bioéthique. Et puis, il y a la révision. La révision, c'est effectivement ce qu'on aurait pu dire, on fait une grande loi de bioéthique, on fixe des grands principes en disant, ben voilà, nos grands principes sont cela, 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 cela. Et puis ensuite, on voit comment les appliquer au fur et à mesure. L'option qui a été choisie, qui est à chaque fois discutée d'ailleurs, c'est de dire on révise régulièrement, périodiquement, ces lois. Donc c'était prévu dès la loi de 1994 qui avait prévu une révision au bout de 5 ans. Et finalement, la révision a été beaucoup plus lente, beaucoup plus compliquée, et ça a été au bout de 10 ans seulement qu'on a eu cette révision de 2004. En 2004, on reprévoyait une période de 5 ans pour faire une révision, donc 2004 plus 5, ça devait nous amener à 2009. Finalement, nous avons révisé la loi de bioéthique en 2011. 2011, la loi prévoit maintenant 7 ans. Ça a été un peu une discussion, pas de marchand de tapis, mais enfin c'était à la fin des discussions sur le texte, entre ceux qui voulaient 5 ans, 10 ans, enfin, etc. Il y a eu un accord sur 7 ans. 2011 plus 7, 2018, nous y sommes. Voilà. Mais nous y sommes, vous remarquerez qu'on n'aura pas, dans tous les cas, voté la loi au bout de 7 ans. Ça sera au minimum au bout de 8 ans, parce que ça sera l'année prochaine au mieux. Donc, on a ce mécanisme de révision qui, effectivement, permet de faire le point sur des évolutions, et Dieu sait s'il y en a des évolutions au niveau scientifique, avec l'apparition de nouvelles techniques. Ça permet également de prendre en compte de nouvelles demandes sociales qui existent, qui s'expriment, et donc ça a cet avantage, effectivement, d'actualiser. L'inconvénient, c'est qu'on a des grands moments de crispation sur ces sujets, tels qu'on est en train de les vivre, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va avoir des émissions de télévision, etc., qui vont se voir tel ou tel sujet. En ce moment, tout le monde parle de la PMA, on parle que de la PMA, mais on oublie que derrière ces lois de bioéthique, il y a bien d'autres sujets. Et que, en fait, ça crée un intérêt sur le sujet, mais qui est concentré sur un seul sujet, alors que bien d'autres pourraient être évoqués et qui sont très intéressants. Vous les évoquiez tout à l'heure. Mais ça, c'est notre mécanisme, encore une fois, de révision, qui conduit, je reprends l'expression de Jean Lenetti, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, et qui évoquait l'angoisse de la feuille blanche, en disant, bon, allez, maintenant on révise, ben, il faut bien changer quelque chose. Alors, j'ai la feuille blanche, il faut bien que je la remplisse. Est-ce qu'on a obligatoirement intérêt, est-ce qu'on est obligé, vraiment, est-ce qu'on est contraint de devoir constamment modifier ces lois de bioéthique? Là, on pourrait également s'interroger. Donc ça, c'est le premier point, c'est effectivement cette révision qui est prévue par la loi antérieure et dans laquelle nous sommes maintenant immergés complètement en termes de calendrier, puisque, je l'évoquais tout à l'heure, il y a eu tous les avis qui sont parus, ce sont ceux du Conseil d'État, de l'Agence de biomédecine, du Comité consultatif national d'éthique. Il y a eu les états généraux de la bioéthique qui ont été organisés sur tout le territoire national et qui ont permis à l'ensemble de la population de débattre de ces sujets, avec des réunions dans les régions, avec une consultation publique qui s'est faite, et un rapport de synthèse des états généraux qui a été produit par le fameux CCE. Donc, on a maintenant notre mission d'information, qui a conduit ses travaux entre le mois de juillet jusqu'il y a 3 semaines. Et nous sommes actuellement dans une phase de rédaction du rapport. Donc le rapporteur qui est Jean-Louis Touraine. Et la présentation du rapport va avoir lieu d'ici la fin de l'année, au niveau de notre mission d'information. Et ça sera d'une certaine manière, ça viendra clôturer cette phase préalable de concertation, d'évaluation, etc., avant d'aborder à proprement parler
la discussion du projet de loi à venir. Alors le calendrier du projet de loi à venir, il est aujourd'hui incertain, il n'est pas fixé dans le marbre, hein, puisque le projet de loi devait être déposé, quand on réfléchit au début de l'année 2018, on nous l'annonçait pour juste avant l'été, finalement ça a été juste après l'été, puis ça a été avant fin novembre, on est là, on sait qu'il ne sera pas déposé avant la fin de l'année. Aujourd'hui on parle du premier trimestre 2019, c'est en tout cas des engagements réitérés de la part du président de la République, de la ministre et de la majorité à ce sujet. Qui dit dépôt ne veut pas dire examen. C'est-à-dire le dépôt, c'est la présentation au Conseil des ministres. Ensuite, il faut que ce soit inscrit dans l'ordre du jour parlementaire. Et là, il y a deux questions. Il y a d'une part une question d'embouteillage traditionnel au niveau des travaux du Parlement, mais enfin, a fortiori, avec le report de la révision constitutionnelle suite à l'affaire Benalla avant l'été, qu'on va recommencer à partir de début janvier. On vient d'avoir aussi le texte de justice qui a été reporté la semaine dernière, donc tout ça les retards s'accumulent. Et puis il y a une question d'opportunité qui est là au niveau de la majorité, de savoir si la majorité souhaite ouvrir ce débat législatif avant les élections européennes ou pas. Voilà les éléments de contexte de calendrier. Donc voilà, le premier point, c'est effectivement cette question de la révision des lois de bioéthique telles qu'elles s'annoncent aujourd'hui. Deuxième éclairage, c'est quels sont les sujets, les thèmes sur lesquels nous allons avoir à travailler particulièrement. Parce qu'à chaque loi, il y a quelques sujets qui finalement structurent le débat. En 2011, par exemple, vous aviez tout ce qui était, il y avait 5 grands chapitres, qu'on pouvait un peu classifier sur 5 grands chapitres. Il y avait ce qui relevait des dons de sang, dons d'organes, dons de gamètes, et donc toute cette problématique des dons à partir des principes fondateurs dans notre droit en matière de dons, que sont la gratuité, l'anonymat et le consentement libre et éclairé. Et donc, c'était sur l'adaptation par rapport aux nouvelles techniques qui pouvaient exister, et bien de maintenir ces principes avec cette problématique des dons. C'est un sujet qui ne pose pas de problème, globalement, au sens de dire qui fait consensus. Je crois qu'il y a un accord, et autant on aura des points de divergence ensuite, sur ce maintien des principes fondateurs en matière de dons. Ça reste quelque chose de fort. Le seul point où il y a une évolution de réflexion, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est sur le don de gamètes par rapport à l'anonymat, l'application du principe d'anonymat au don de gamètes, où il y a une question là-dessus. Mais globalement, les principes qui concernent les dons, ça continue. Le deuxième sujet, c'était ce qui concerne la recherche sur l'embryon, qui à l'époque avait été le sujet. Aujourd'hui, c'est la PMA. À l'époque, c'était la recherche sur l'embryon qui était le sujet qui crispait. On avait un régime d'interdiction d'utilisation de l'embryon pour la recherche. Est-ce qu'il fallait passer sur un système d'interdiction, mais en permettant des dérogations, ou un système d'autorisation sous condition, très encadré? Il y a eu beaucoup de débats. À l'époque, nous étions restés sur un régime d'interdiction, mais en ouvrant la possibilité par des dérogations. Ça a été le texte de 2011. Depuis, c'est en 2013. Il y a eu un basculement, puisqu'on est passé maintenant de l'interdiction avec dérogation à la possibilité de recherche sur l'embryon, système d'autorisation encadré, sous conditions strictes, mais on a quand même évolué à ce sujet. Recherche sur l'embryon, donc c'était le deuxième sujet. Le troisième point, c'était ce qui concernait la procréation, déjà, mais qui ne se posait pas en termes polémiques. Enfin, oui, il n'y avait pas de crispation sur ce sujet particulièrement. On voyait bien qu'il y avait des options qui étaient différentes sur ces sujets de procréation, mais il n'y avait pas encore l'actualité qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est sans doute dû à une loi qui a intervenu après, celle sur le mariage pour les couples de personnes de même sexe de 2013, que la question de la procréation est aujourd'hui a changé. Mais à l'époque, on commençait à parler quand même de ces questions d'assistance à la procréation, et le débat commençait à s'ouvrir également pour la gestation pour autrui, mais enfin, encore une fois, il n'était pas central. Quatrième point, c'était ce qui concernait les diagnostics prénatals, diagnostics préimplantatoires, avec là aussi des techniques qui permettent d'améliorer ces diagnostics, mais qui posent aussi des questions éthiques
termes de choix d'utilisation. Ces sujets de diagnostic vont continuer à exister et ils ne seront pas, encore une fois, il n'y aura pas tous les coups de projecteur sur ces questions de diagnostic préimplantatoire ou prénatal, mais ça pose quand même des questions éthiques qui sont importantes. Et puis le dernier point, dernier chapitre de 2011, c'était ce qui concernait on va appeler la gouvernance. C'est-à-dire comment on gère la bioéthique. Quel pouvoir donne-t-on au CCNE? Est-ce qu'on fait des états généraux, pas des généraux? Est-ce qu'on révise la loi au bout de 5 ans? En fait, toutes ces questions qui sont d'organisation de la bioéthique. Donc ça, c'était les 5 grands chapitres qui permettent en gros de retrouver les différents thèmes qui ont été étudiés lors de cette révision de 2011. Pour celle qui s'annonce, ça va un peu tôt, parce que cette classification en 5, moi je l'ai construite entre guillemets un peu a posteriori, ou au moins en temps réel, en disant, tiens, oui, il y a ça qui émerge, il y a ce sujet-là, etc. Bon. Parce que si vous voulez, c'est pas marqué chapitre 1, la problématique des dons, chapitre 2, la recherche embryon. Non, la loi, elle est faite, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Hein. Donc, c'est pas en lisant la loi qu'on voit tout de suite quels sont les thèmes. Mais on voit quand même le premier point comme thème qui va être la question de l'assistance médicale à la procréation. Voilà. Alors, à la fois, je le mets en numéro 1, parce que c'est toujours le sujet sur lequel se concentrent les débats. On va voir qu'il y en a d'autres. Et d'une certaine manière, médiatiquement, mais même de manière naturelle, on va sur ce sujet-là, mais c'est aussi naturel, parce que les questions qui se posent par rapport à l'extension de la technique d'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ou aux femmes seules, c'est effectivement un changement, une évolution qui est très importante, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Si elle est revendiquée avec autant de force, c'est bien qu'elle est importante pour ceux qui militent pour. Si elle suscite une opposition si forte, c'est bien qu'il y a des gens qui, effectivement, ne souhaitent pas aller vers cette extension. Donc c'est un sujet, c'est vraiment le sujet qui, dans ceux qui peuvent évoluer, est sans doute celui qui correspond avec le plus de pression sociale sur ce thème. L'assistance médicale à la procréation, c'est une technique médicale. Il n'y a pas d'évolution de la technique aujourd'hui. La question qui se pose, ce n'est pas une nouvelle technique utilisée pour cette assistance médicale à la procréation, c'est simplement qui peut en bénéficier. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on avait une législation qui s'appuyait sur des couples hommes-femmes, qui existe avec une assistance à partir des gamètes du couple en lui-même. C'est 95% des cas d'assistance médicale à la procréation qui sont comme ça. Et il y a 5% aujourd'hui qui sont avec des gamètes extérieures, avec un don de gamètes. Donc aujourd'hui, il s'agirait de dire, sur ce cas d'assistance à la procréation avec un don de gamètes extérieur, de pouvoir l'appliquer aux couples de femmes et aux femmes. On pourra revenir sur le fond du sujet, pour être contre, mais en tout cas, ça va être le sujet sur lequel il va y avoir l'éclairage le plus important. Le deuxième point, deuxième sujet, c'est ce qui va, à partir de ce sujet de la procréation, qu'est-ce qui va en découler? Et en fait, vous allez avoir 3 effets, qui sont le premier effet, un effet domino. L'effet domino, c'est de dire, on a une logique dans notre législation actuelle qui nous amène à décider d'une législation qui en entraînera tôt ou tard une deuxième, puis une troisième, etc. Et donc, la logique actuelle, c'est à partir de l'ouverture de l'assistance à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, est-ce qu'on aura la GPA, la gestation pour autrui, de manière automatique? Aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est une question, hein, parce que la GPA pose un autre problème, d'autres problèmes que l'assistance à la procréation, puisqu'elle fait intervenir pleinement, j'allais dire, une personne tierce en la personne de la mère porteuse. Il y a déjà une personne tierce dans l'assistance à la procréation avec tiers d'honneur, celui qui donne le don de gamète. Et un gamète, c'est pas rien, c'est pas un matériau comme un autre. Mais ça n'engage pas, comme une grossesse, de porter un enfant
mois et ensuite de le confier à un autre couple. Donc, cette question, c'est de dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'inéluctable ou non, cet effet domino, dans ces législations, et qui consisterait à dire, il y a eu effectivement le Pacs qui a permis d'officialiser l'union entre les personnes de même sexe, qui a conduit au mariage pour les couples de personnes de même sexe en 2013. À l'intérieur du mariage, sans qu'on ait eu besoin de légiférer ce sujet, la filiation était possible pour les couples de personnes de même sexe par l'adoption. Et à partir du moment où il y a cette possibilité de filiation qui existe dans la loi sur le mariage, eh bien c'est l'ouverture à l'assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes. Et donc, on ira obligatoirement à la gestation pour autrui. Et avec le risque de marchandisation, et notamment l'utilisation du corps des femmes. C'est une question, hein, cet effet domino. C'est un question, voilà, qu'il faut avoir, mais qui va être le sujet, parce que ce sujet, il va être aussi bien abordé par ceux qui sont contre l'extension de l'assistance médicale pour procréation, dont je suis, mais qui va être aussi abordé par ceux qui sont pour. Une partie vont faire le texte du gouvernement, il n'y aura pas la GPA dedans. Mais des collègues vont mettre des amendements pour dire qu'il faut aller dans la logique d'égalité jusqu'au bout, et que ce qui est ouvert pour les couples de femmes, il faut l'ouvrir pour les couples d'hommes. Et puis il y a ceux, le gouvernement sera sur cette ligne, qui diront non, la question de la GPA pose des questions éthiques autres, qui aujourd'hui ne sont pas résolues, donc on ne légifère que sur l'ouverture de l'AMP, l'assistance à la procréation, aux couples de femmes et de femmes. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette question de l'effet domino. Le deuxième effet, c'est l'effet Mikado. Vous connaissez ce jeu qui consiste à avoir des petits bâtonnets et d'essayer d'en tirer un sans faire bouger les autres. Le problème, c'est qu'en matière d'éthique et de bioéthique, c'est très dur de bouger quelque chose sans faire bouger. Et très clairement, l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation entraîne, en touchant ça, on touche d'autres choses. Essentiellement deux points, qui vont être deux sujets qui vont être abordés. Le premier, c'est l'anonymat du don de gamètes. La question se pose déjà, que ce soit très clair, hein. Elle se pose depuis le don de gamètes, c'est-à-dire est-ce que l'enfant a un droit à avoir accès à ses origines? Donc c'est une question qui est récurrente, simplement elle va devenir un peu plus forte aujourd'hui. Elle est récurrente pourquoi? Parce qu'il y a eu notamment un livre qui était juste au moment du débat de la révision entre les années 2009, 2010, 2011, qui était né de spermatozoïdes inconnus. C'est un jeune homme, je ne sais plus son prénom, Carmel Vezen, son nom, qui écrivait en disant sa souffrance de ne pas connaître celui qui avait donné ses gamètes. Son sperme en l'occurrence. Et donc, de dire, pour moi, dans ma construction, j'ai besoin d'avoir cette façon. Le sujet n'est pas évident, parce que d'un côté, on se dit, ben oui, c'est normal d'avoir cette connaissance qui va aider dans sa construction. Ça permet aussi de savoir, je me souviens informé avoir regardé un jour une émission, d'avoir une jeune fille qui doit avoir 16-17 ans, qui disait, en une phrase, elle avait tout dit, je ne sais pas à qui je ressemble. Voilà. C'était simplement une ressemblance physique, un petit peu comme ça, voilà. Mais elle, en tout cas, ça exprimait son but. Mais d'un autre côté, accepter la levée de l'anonymat du don de gamètes, c'est très perturbant pour les parents, qui peuvent ou ne peuvent pas choisir de dire qu'ils ont eu recours à cette technique pour leur filiation. Et ça introduit aussi une tierce personne dans les parents. Je ne dis pas que celui qui a donné son sperme est le père de l'enfant, ni même le père biologique. La notion de père est plus compliquée que simplement d'utiliser ce mot à tort à travers. Simplement, ça complique un peu les choses. On va dire ça comme ça. Voilà. Et il faut être prudent. Et il y a maintenant, vous avez des associations qu'on a auditionnées dans la émission d'information qui disent nous ne voulons pas de la levée de l'anonymat. En disant
fichez-nous la paix, ça se passe très bien. Et moi, aujourd'hui, il y aurait, parce que la levée de l'anonymat, vous n'allez pas la lever pour certains et pas pour d'autres. Voilà, ça va être général. Donc, c'est un sujet qui est compliqué. Là où il évolue, avec le débat actuel, c'est que de l'AMP, et pourquoi il y a une revendication qui est forte, c'est parce que ceux qui défendent l'ouverture de l'assistance à procréation aux couples de femmes seules, entendent l'objection qui consiste à dire mais il manque la référence paternelle ou au moins masculine. Et il y a plusieurs éléments de réponse qu'ils apportent, hein, qu'on pourrait aborder en parlant des oncles, des grands-pères, etc., donc qui pourront amener une référence masculine, ok. Mais il y a aussi ce point-là en disant mais il faut qu'ils puissent savoir, parce que de toute façon, quand ils verront leurs deux mères, ils se diront oui, il y a quelque chose, il manque effectivement l'élément masculin, et donc autant leur dire c'est celui-là qui a donné son sperme, et ça sera clair. Et donc ils militent fortement pour cette levée de l'anonymat. Voilà un effet Mikalo en disant, vous voyez, vous avez touché quelque chose, mais vous risquez de toucher autre chose. C'est pour ça que ce sujet ne concerne, quand on dit, non, mais c'est un nouveau droit qui ne concerne que les couples de femmes, non. Ça va toucher les autres personnes. Le deuxième point, effet Mikalo, c'est la question du mode d'établissement de la filiation. Le mode d'établissement de la filiation, il est fait aujourd'hui sur la mère qui accouche. C'est juridiquement ce qui permet de dire qu'elle est mère, et sur la reconnaissance par le père. Bon. Et avec une présomption de paternité dans le cadre du mariage. C'est-à-dire que, s'il faut prouver le contraire, que le mari n'est pas le père. Bon. Là, on rentre dans une autre logique, avec un couple de femmes, et il y aurait donc différents modes d'établissement de la filiation. Alors ça donne lieu à des chapitres entiers, notamment de l'étude du Conseil d'État, qui voit 4 possibilités. Pour faire court, il y aurait soit on crée un régime spécifique de déclaration d'intention avant le recours à l'assistance médicale à la procréation par le couple de femmes, qui finalement disent voilà, on rentre dans cette logique, et donc les futurs parents, les 2 futures mères, c'est nous. Les tenants de l'AMP ne souhaitent pas ce système-là parce qu'il serait purement réservé à elles, et donc il serait stigmatisant. Et donc du coup, dans la logique d'égalité, il faut faire un système qui aille à tout le monde. Mais qui dit qu'il aille à tout le monde, ça veut dire qu'il changerait également l'établissement du mode de filiation pour les couples hommes-femmes qui utilisent aujourd'hui l'assistance médicale à la procréation avec don de gamètes. Donc vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de solution parfaite. Le deuxième point dans l'effet Mikalo, c'est l'autoconservation des ovocytes, qui là aussi est une question qui existe depuis, on a commencé à en parler lors de la révision de la loi de 2011, c'est une technique de vitrification des ovocytes qui permet effectivement de pouvoir conserver des ovocytes en vue d'une grossesse ultérieure. Aujourd'hui, c'est permis dans notre pays, dans deux cas. D'une part, le cas d'une maladie grave qui se déclare pour une femme et qui, avant le traitement médical qui risque d'altérer sa fertilité, eh bien, va pouvoir prélever les ovocytes, les mettre de côté et avoir une grossesse plus tard à partir de ces ovocytes, même si ensuite elle n'est plus fertile. Le deuxième cas, c'est fait pour encourager les dons d'ovocytes, ça s'était vu en 2011, c'est permettre à une femme qui donne ses ovocytes d'en mettre également de côté pour elle. Et donc il y a un mécanisme, je crois que c'est à partir de 5 ovocytes, les 5 suivants, les 5 sont donnés obligatoirement, donc pour les assistances, les PMA avec tiers donneur, mais du coup les 5 suivants, elles peuvent les conserver entre guillemets pour elles. D'autres pays, comme l'Espagne notamment, permettent l'autoconservation des ovocytes immédiate, sans en donner, parce que c'est comme des interventions, des démarches qui sont quand même lourdes au niveau physiologique, etc. Et donc permettent de le faire sans passer par ce don d'ovocytes. Alors, est-ce que notre législation est hypocrite?
C'est ce que vont dire ceux en disant, bah oui, on oblige à faire un don pour finalement en avoir pour soi, ou est-ce qu'on va complètement libéraliser? Le débat est ouvert. Il pose comme question, d'abord la question de la fertilité, de la fécondité, hein, de dire attention, et c'est quand même un message aussi qui est très largement partagé aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau de l'âge, la fécondité naturelle est quand même entre 20 et 35 ans. Alors on entend la pression économique qui consiste à dire, attendez, nous on a besoin d'avoir des jeunes qui sont en pleine cours professionnelle, ils penseront à leur grossesse plus tard. C'est pour ça que vous avez des grandes entreprises américaines qui payent à leurs salariés, comme Microsoft, Google, etc., cette autoconservation des ovocytes. Attends, est-ce qu'on va vers ça? Voilà. Ou est-ce qu'on s'interroge plutôt sur l'adaptation de notre système économique au rythme naturel qui peut exister? Est-ce que c'est à nous de nous adapter au système économique, ou au contraire, c'est aussi un peu un fond de question. Donc, voilà pour l'autoconservation des ovocytes. Alors, ce débat est ouvert aujourd'hui parce qu'effectivement, à partir du moment où on reconnaît de plus en plus la procréation sous l'angle du projet de la volonté, on veut tout maîtriser, voilà, y compris le temps. Donc il y a ceux qui assument, hein, dire, voilà, moi je souhaite, c'est un progrès de pouvoir dire, dans mon parcours, je mets les ovocytes de côté, je fais mon parcours professionnel, je ne sais pas qui je rencontrerai plus tard et tout. Voilà. Non mais je dis, il y en a qui le défendent et puis ça ne sera pas. Il y a ceux qui disent, attention, réfléchissons un peu à ce qu'on fait. Ça c'est l'effet Mikado. Troisième effet, je vais l'appeler chamboule tout. L'effet chamboule tout, c'est-à-dire, il y a quelque chose, puis boum, vous mettez le chamboule tout et vous cassez tout le jeu qui était en place. C'est une question, alors il faut faire attention parce qu'il y a toujours des porteurs de visions apocalyptiques, etc. Bon, il faut en prendre et en laisser là-dessus. C'est simplement s'interroger sur les fondements de notre droit, hein, qui vient de loin, c'est quand même le droit romain. Quand je parlais tout à l'heure, c'est la mère qui accouche, c'est la femme qui accouche qui est mère. Hein. C'est un adage romain qui dit ça, et qui est fondateur de notre droit. Bon. Et si on remet en cause tous ces fondements de l'affiliation, c'est par quoi on les remplace. On peut les faire évoluer, mais par quoi on les remplace. Et aujourd'hui, vous avez par exemple sur la question de l'assistance médicale à la procréation, une question sur laquelle, qui paraît comme ça un peu anecdotique, mais sur laquelle on bute en termes de réponse. C'est à partir du moment où vous fondez l'affiliation uniquement sur la notion de projet parental, de volonté, vous avez donc aujourd'hui deux parents, un homme et une femme. Depuis la loi sur le mariage, vous pouvez avoir maintenant deux hommes ou deux femmes qui sont deux pères ou deux mères. Mais qu'est-ce qui empêchera d'aller vers une filiation à plusieurs parents, à 3 et plus? C'est ce qu'on appelle la multiparenté. Et c'est dire, finalement, si on est uniquement dans le cadre de l'égalité, mais en disant, moi je veux avoir la même chose que ceux qui habitent l'appartement en face, et on est uniquement sur la notion de projet, c'est-à-dire on ne s'appuie pas sur une réalité corporelle, qu'est-ce qui empêche? Au début, ça paraît très surprenant. Voilà. Et en fait, la question nous a été posée par des universitaires lors d'une table ronde. Et c'était très intéressant la réponse, parce que c'était une table ronde où il y avait les partisans de l'ouverture de la PMA. Et la réponse, c'était de dire, c'est une question polémique, idiote, mais sans réponse apportée. Et puis il y a une autre moitié qui disait, mais nous, très bien, nous sommes pour. Plus il y a de parents, plus l'enfant est protégé. C'est le parent de Caroline Mécari, qui est l'avocate de tous les couples au GPA, etc., qui est dans cette logique. Jean-Louis Touraine, le rapporteur, lui aussi l'a dit expressément. Donc, c'est simplement se dire, à partir du moment où vous dites la filiation, c'est deux projets d'adultes, pourquoi s'arrêter à deux? Si quelqu'un a la réponse, tout à l'heure on pourra en débattre. Donc on voit bien qu'on peut avoir l'effet chamboule.
l'assistance médicale à la procréation, les effets qui sont autour, Domino, Mikado et chamboule tout. Pour finir, les autres sujets qui vont être abordés, parce que comme je vous le disais, sur la bioéthique, il y en a beaucoup. On voit tout ce qui va être de l'ordre de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Pour nous, ce qui nous concerne, c'est l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. C'est pas l'intelligence artificielle globalement, c'est vraiment nous, c'est bioéthique, c'est bien l'éthique du vivant. Hein. Et donc, dans le domaine de la santé, on a aujourd'hui l'utilisation de l'intelligence artificielle en termes notamment de diagnostic, de médecine prédictive, qui pose des questions pour dire il y a des progrès qui sont faits avec effectivement l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais où est la place de l'humain? Où est la place de l'humain à la fois dans celui qui soigne, le soignant, à quel moment il engage sa responsabilité dans un dispositif qui va permettre, par exemple, de diagnostiquer une maladie. On a aujourd'hui des dispositifs qui, à partir de photos, de radios, etc., sont rentrés dans des ordinateurs et qui permettent de diagnostiquer une maladie de manière plus précise, plus certaine que le diagnostic humain. Voilà, on commence à avoir des expériences à ce sujet. Donc, mais s'il y a erreur, qui engage sa responsabilité? Celui qui a construit l'algorithme pour prédire les maladies ou celui qui va soigner et qui va utiliser le diagnostic qu'il n'aurait pas vérifié d'une certaine manière, ou en tout cas sur lequel il n'aurait pas engagé sa responsabilité. Vous voyez, ce sont des questions très concrètes sur lesquelles, là, on va commencer à avoir un intervenir. Ceci dit, comme souvent, on a des grands sujets comme ça qui arrivent, et je me rappelle des nanotechnologies, par exemple, en 2010, vous parlez beaucoup des nanotechnologies, quand à la fin, il faut rédiger, prendre son stylo et écrire un texte de loi, on est bien embêté parce que c'est pas, une loi, c'est pas la littérature, hein. C'est aussi dire des choses. Et donc, sur ce domaine de l'intelligence artificielle, notre collègue Cédric Villani, qui est spécialiste dans ce sujet, a établi un rapport qui propose d'initier une démarche éthique propre à l'intelligence artificielle, pas uniquement dans le domaine de la santé, et où il pourrait y avoir, de même qu'un CCNE pour les domaines de bioéthique, bien également un comité d'éthique qui soit chargé de cette question de l'intelligence artificielle. En tout cas, il y aura des débats sur ce sujet. Je ne suis pas sûr qu'à la fin, il y ait beaucoup de réglementation, de législation, mais ce sera un des sujets qui sera à voir. Il y a un sujet où, malheureusement, j'allais dire, on en parle, mais on n'avance pas beaucoup. Il faut s'interroger, d'ailleurs, pourquoi. C'est des questions qui concernent la santé et l'environnement. On a, par exemple, aujourd'hui, une baisse de la fertilité, notamment masculine, qui est vraiment, je ne sais pas en chute libre, mais enfin, qui se dégrade très fortement. Une des explications possibles, c'est le rôle des perturbateurs endocriniens dans la fertilité du sperme des hommes. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir travailler là-dessus en disant que c'est quand même un sujet aussi important? Je vous dis, ça fait partie des sujets qui sont abordés, mais qui ne retiennent pas, j'allais dire, l'attention, ni au niveau médiatique, ni à notre niveau, etc. Ça passe un peu, on passe un peu sous le silence sur ces sujets. Est-ce que c'est dû à une pression économique en disant qu'il ne faut pas parler de ça parce que voilà, je ne suis pas sûr, parce que encore une fois, les sujets sont évoqués, mais ils ne retiennent pas l'attention. On préfère parler d'autres sujets plus polémiques, plus voilà, que ces sujets, mais la question de la santé et de l'environnement sera aussi. Donc vous voyez, sur ces divers sujets, eh bien effectivement, qui touchent un peu à ces questions politiques, on aura également à les aborder. Donc voilà le deuxième point, qui est les thèmes qui s'annoncent, et puis peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont émerger, surgir au cours de la discussion parlementaire, mais a priori c'est ce qu'on... Troisième éclairage que je voulais voir un peu en guise de conclusion avec vous, c'est dire ces débats, comment les aborder. Alors on peut les aborder en disant je suis pour, je suis contre, hop, bon, et on y va, on se met dans la rue et hop, les uns contre les autres, on fonce et puis on voit celui qui marche sur les autres. Moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir des clés de lecture qui permettent de regarder, de dire quand on assiste à un débat, ah bah oui, celui-là est porteur de telle vision, celui-là de telle autre, et puis on va voir que dans les visions différentes qu'il peut y avoir, on est soi-même partagé. Voilà. Et le premier clivage,
En matière bioéthique, ce qu'on utilise couramment, c'est l'éthique de l'autonomie et l'éthique de la vulnérabilité. L'éthique de l'autonomie, ça consiste à dire qu'on fonde notre système éthique sur l'autonomie, c'est-à-dire le pouvoir de choisir soi-même, de décider soi-même ce qui est bon pour soi. Et c'est quelque chose auquel on aspire tous, d'avoir l'autonomie, qui consiste effectivement à être suffisamment informé, éclairé, pour ensuite prendre les décisions. Et donc on construit une législation qui va justement reconnaître cette autonomie et qui va permettre à cette autonomie de se développer. Et puis il y a une autre éthique, qui est l'éthique de la vulnérabilité, qui consiste à dire je fonde le système éthique sur l'attention aux plus faibles, aux plus fragiles. Et c'est une éthique qui va vers la solidarité. Très souvent, on arrive à faire les deux. Ce n'est pas du tout contradictoire par principe, c'est l'autonomie et la fragilité. Simplement, au bout d'un moment, l'équilibre, il risque d'être rompu. Et on risque soit d'être trop dans la fragilité et de ne pas aller, donc d'être dans une logique d'assistanat, et de ne pas permettre d'aller vers l'autonomie, ou au contraire, on risque d'oublier la vulnérabilité, la fragilité de ceux qui n'ont pas la voix pour se faire entendre, si on est uniquement trop sur l'autonomie. Voilà. Et sur des questions comme la fin de vie, c'est typiquement ce clivage qui éclaire un peu les débats. Alors juste un mot pour la fin de vie, pour dire que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure dans les thèmes qui vont être abordés. Pourquoi ? Parce que la fin de vie n'est pas dans les lois de bioéthique. Elle n'était pas dans la loi de 1994, elle n'était pas en 2004, elle n'était pas en 2011, elle ne le sera pas dans la prochaine loi. La fin de vie fait l'objet d'une législation à part, qui a été d'abord la première loi de 2005, la loi Leonetti, puis la loi 2016, Claes-Leonetti, donc on a adopté il y a maintenant 2 ans. Mais qui renvoie aussi à des questions éthiques, bien entendu. Hein, voilà. Donc, cette question de l'autonomie, vulnérabilité, on essaie de concilier, mais il y a un moment, eh bien, on se rend compte qu'il y en a une qui prend le pas sur l'autre, et aujourd'hui, et là je le dis de manière partielle, interrogeons-nous si on ne va pas trop loin dans l'éthique de l'autonomie dans notre pays. C'est une question qu'on a. Le deuxième sujet, c'est une opposition entre... Je vais prendre le titre d'une émission pour être clair, pour schématiser tout de suite, c'est des racines et des ailes. Est-ce qu'on est... On regarde... Alors, bien sûr qu'on a tous envie d'avoir des racines profondes, et puis un grand tronc, puis des feuillages qui montent haut dans le ciel. Ça fait des beaux arbres. Mais quand à un moment, on ne peut pas avoir ça, quand on est dans une période de difficulté, de crise, vers quoi on se tourne? Est-ce qu'on regarde d'abord ses racines? Et donc, ça sera une logique de transmission, de conservation? Ou est-ce que, pour s'en sortir, on est dans une logique des ailes, et à ce moment-là, c'est une logique de progrès, de transgression, d'émancipation. Voilà. Là aussi, vous avez des courants philosophiques, spirituels, qui sont, et c'est normal, qui vont défendre plutôt la transmission, l'héritage, ou plutôt l'émancipation. Et chacun d'entre nous, on est partagé, encore une fois. C'est-à-dire, on a envie d'avoir des racines, voilà. Mais il y a un moment, là aussi, on se rend compte que c'est impossible de concilier les deux. Ça devient difficile. Et vous verrez, sur certains débats, il y a des options qui sont faites. Puis le troisième sujet, troisième clé de lecture, c'est la place de l'individu, de la personne, dans la société. La personne. Et notamment ses relations avec deux monstres potentiels, je dis monstres, voilà, qui sont l'État et le marché. Au sens, par rapport au risque, par rapport à la personne humaine. Être étouffé par l'État ou étouffé par le marché. Et donc c'est des logiques purement administratives, rationnelles, etc., de très froides, technocratiques, on va dire, voilà, technocratiques de l'État, ou bien les logiques purement financières. Et on sait fort bien que tout ce qui est développement de techniques médicales avec derrière des laboratoires, etc., des tests, il y a des gens qui, à chaque test, touchent temps, etc. Donc, soyons aussi vigilants à faire attention à ce que la personne humaine
soit protégé des tentations tutélaires de l'État qui consisteraient à mettre le contrôle sur tous les citoyens, mais également des tentations hégémoniques de notre système capitaliste de faire de l'argent sur ces questions. Ou alors on défend un rôle de l'État particulier ou un rôle du marché et du capital particulier. Hein. Mais, voilà. Mais ça, c'est aussi une autre question. Donc voilà, ces clés de lecture, c'est-à-dire sur ces sujets, il y en aura, encore une fois, hein, moi c'est celle que j'ai, voilà, en travaillant sur ces sujets qui permettent d'éclairer le débat, et dire quand celui-là parle, ben, il s'appuie plutôt sur telle option, plutôt sur telle autre. Je finirai simplement pour dire, ce qui compte, c'est la cohérence dans ces débats. C'est vous voyez, on travaille avec Jean-Louis Touraine, qui est rapporteur, on a des options très très divergentes sur beaucoup de sujets, pas sur tout, mais voilà. Mais je sais qu'il défend une vision et qu'il a sa cohérence, et si ça lui arrive d'évoluer, mais il explique pourquoi il évolue, et il sait que moi je vais défendre une conception qui peut évoluer aussi, et qui, quand elle évolue, il faut l'expliquer, et qui reste cohérent. Et tout le danger, c'est effectivement, c'est tout ça, le problème de ces révisions des lois de bioéthique qui viennent perturber une réflexion qui se fait mois après mois, année après année, c'est en continu que ça se fait, et tout d'un coup, il y a une pression qui se fait, et où on va perdre un peu de cohérence par rapport à ce qui se fait. Je crois que ce qui est important, effectivement, c'est de pouvoir resituer ces débats par rapport aux cohérences de chacun, et c'est ce à quoi nous invite le débat parlementaire qui va s'ouvrir dans les mois prochains. Je vous remercie. Vous m'entendez? Oui. Merci, Monsieur Xavier Breton, pour ce débat qui pose toutes les problématiques. Je crois que vous avez tous les éléments pour, à présent, poser aux députés les questions qui vous interpellent. Alors, la parole est à vous. Qui veut se lancer? Une première question. On va très simplement d'abord un grand merci parce que c'est une nouvelle présentation. Vous m'entendez pas? Si? Voilà, une nouvelle présentation qui est très intéressante, effectivement. Voilà, alors, c'est vrai qu'à côté de cette présentation aussi, par rapport à la vulnérabilité, on a assisté par rapport au débat auquel on est beaucoup à avoir participé, donc dans nos départements, hein, donc voilà, et sur des sujets très très variés. À côté de la vulnérabilité, je mettrais effectivement donc la position au niveau CNCE de ce qu'on CNCE, CCNE, voilà, donc de ce qui s'est un peu passé entre les minorités qui ne sont pas forcément de la vulnérabilité et puis l'expression d'un dialogue qui s'est fait. Et on n'a pas eu le sentiment effectivement d'une reconnaissance à la fois donc au Conseil économique et social, donc et puis dans les débats d'une prise de considération de certains dialogues qui étaient apportés. Voilà. Et on a, enfin, personnellement, moi j'ai regretté que ce soit sur les dons, effectivement, notamment dans le sang, etc., bon, qui normalement ne devraient pas poser forcément de problème, mais tout le travail qui a été fait sur les embryons, la fin de vie, bien évidemment, même si vous nous rassurez donc, par rapport à l'application peut-être plus certaine de la loi Claes-Leonetti. Voilà, donc, mais c'est vrai que cette expression, on ne l'a pas retrouvée donc, dans certains rapports. Ouais. J'entends hein, ce que vous dites, je pense que ça interroge sur la notion de démocratie bioéthique, enfin, sur la bioéthique. Voilà, donc on se rend compte, vous voyez, quand j'évoquais tout à l'heure les questions de gouvernance, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup à travailler, mais on a aussi à être fiers de ce qu'on fait. Les États généraux, par exemple, c'est regarder dans tout le monde entier pour voir cette démarche qui est faite en France. Hein. On est vraiment dans les initiateurs de cette démarche d'associer la population à ces sujets. Il faut sans doute aller plus loin. Il faut sans doute qu'en termes de concertation, d'association de la population, on aille plus loin, et avec la question des minorités,
qui est une question qui se pose à la démocratie, par son essence même, puisque la démocratie est fondée au départ sur une majorité, mais qui ensuite doit respecter les minorités. Donc, comment respecter ces minorités, les respecter pleinement, c'est pas simplement dire tu t'assieds à côté de moi, puis voilà, t'écoutes ce que je dis, non, c'est vraiment prendre en compte leurs demandes, leurs besoins, etc. Voilà, c'est une question. Donc, ces questions, effectivement, de démocratie sont aujourd'hui très importantes. Alors, il existe des choses. On parle bien sûr du CCNE, mais au niveau régional, il y a des espaces régionaux éthiques qui existent dans chaque région. Il y a des initiatives. On parlait tout à l'heure d'un café éthique qui a été fait sur votre territoire, qui permettent de dire, et voilà, on s'empare des questions éthiques à tous les niveaux. Regardez le nombre de comités éthiques qui existent au sein des grandes instances. Et aujourd'hui, de plus en plus. Et ça, la France, voilà, c'est bien. Enfin, on a une spécificité sur laquelle il faut que nous travaillions. Mais il faut aussi travailler pas uniquement sur la forme, mettre en place des espaces, des lieux, des moments, etc., d'échange. Il faut aussi travailler sur comment la prise en compte, l'expression de minorités est mieux intégrée, tout en restant dans un cadre démocratique. À la fin, il y a une décision qui est prise. Je vois une autre question. Oui, monsieur le Président. Je suis Michel Navion, avocat, et je représente ici, si on peut dire, l'association SOS Homophobie, Centre Val-de-Loire. Je voudrais revenir sur le propos introductif de monsieur Lamourou qui disait, je m'excuse de le citer peut-être imparfaitement, que le progrès des lois de bioéthique ne doit pas accroître les inégalités sociales. Il a évidemment raison et tout le monde sera d'accord sur cette formule. Ce serait encore mieux si, ne les accroissant pas, il les diminuait, les inégalités sociales. Bon, tout le monde sera également d'accord là-dessus. Je vais donc prendre tout simplement, tout en rendant hommage aux travaux de la commission parlementaire, qui sont des travaux difficiles et qui touchent des sujets délicats, je vais prendre l'exemple de 3 Castelroussines qui sont vivantes aujourd'hui. Catherine, par exemple, je m'excuse ici si des personnes s'appellent Catherine, elles ne sont évidemment pas visées. Catherine a la chance, si on peut dire, de vivre dans un couple hétérosexuel stable pour lesquels un diagnostic d'infertilité a été posé. Ce qui veut dire que Catherine, elle ne vient pas de rencontrer un type la veille au soir. Ils ont essayé longuement, mais malheureusement n'arrivent pas à la procréation qu'ils souhaitent. Catherine a la déveine de cette situation, mais elle a la chance quand même d'être légalement bien placée puisqu'elle va bénéficier d'un accompagnement médical et psychologique par un système de procréation médicalement assistée. Corinne, par contre, la copine de Catherine, elle a moins de chance parce qu'elle est toute seule, Corinne. Elle est toute seule, elle est pourtant ni plus laide ni plus belle que les autres, mais elle est toute seule, mais ça n'empêche pas qu'elle souhaite un enfant. Elle souhaite un enfant. Que va-t-elle faire, Corinne ? Elle va aller sur les réseaux Internet, elle va essayer de trouver un donneur de sperme, ça va se passer dans des conditions médicalement et socialement un peu douteuses, en douce. Alors là, on ne se pose pas la question de savoir si le père va reconnaître ou pas, on n'en est pas là. Ça va se passer dans des conditions a priori pas tellement satisfaisantes pour Corinne. Et la petite dernière, Claudine par exemple. Claudine, elle est probablement lesbienne puisqu'elle vit dans un couple de femmes. Même désir d'avoir un enfant pour Claudine, manque de chance pour elle, que son partenaire stable n'est pas un homme mais une femme. Donc elle ne pourra rien faire du tout, sauf que si l'une ou l'autre des 2 dernières que je viens de citer ont la chance d'avoir des informations et de l'argent, elles vont pouvoir aller l'une comme l'autre tranquillement, soit en Espagne, soit en Belgique, soit n'importe où, pour avoir un système de PMA. Malheureusement, si ces 2 malheureuses femmes, en plus de leur situation socialement désastreuse, sont pauvres ou mal informées, ça existe aussi, elles ne pourront rien faire. Quelle est l'égalité entre ces 3 personnes ? Nous attendons avec intérêt les conclusions de la commission parlementaire sur ce point,
Et je rappellerai pour conclure que si elle n'avait pas d'idée de savoir comment résoudre la question, elle n'a qu'à voir comment ça se passe en Espagne, en Grande-Bretagne, dans les pays scandinaves, et même dans des pays aussi socialement rétrogrades que la Pologne, la Hongrie et la Bulgarie, non pas la Bulgarie, les pays baltes, où il y a un système de procréation médicalement assistée pour les femmes seules et ou pour les femmes en couple lesbien, et qui, me semble-t-il, vous me démentirez peut-être, Monsieur le Président, n'amène aucune difficulté, ni pour les couples en question, ni pour les enfants issus de ces systèmes. Merci, Monsieur Navier. Merci pour votre question. J'entends... Vraiment, mais je remarquerai que vous partez à chaque fois des adultes. Vous ne parlez pas des enfants. Première question. Donc c'est l'égalité entre adultes. Qui est un point de vue qu'il faut comprendre. Je veux dire, les attentes de Catherine Koninska, elles existent. Et donc la loi ne peut pas dire non, non, on ne s'en occupe pas. Ce n'est pas vrai. Elles sont là. Simplement, c'est pas elles qui font la loi. Il faut leur dire très clairement, calmement, sereinement. Ça se appellerait différemment, c'est comme ça, ce n'est pas elles qui font la loi. Donc ce n'est pas la revendication à partir de cas particuliers qui doit nous amener inéluctablement à cette prise en compte. Il y a d'autres éléments à prendre en compte. Et c'est quoi ces autres éléments? Alors c'est l'enfant. Alors j'aurais pu donner des prénoms aux enfants qui vont naître dans le couple de la première, dans l'appartement de la femme célibataire et dans le couple de femmes. Mais on serait très vite tombé sur des arguments en disant mais un enfant peut être plus heureux dans un couple de femmes en bonne santé, riches et qui ne se battent pas, qu'un couple de femmes, un gars qui boit, là, etc. Bon, ok, on est d'accord. C'est vrai. Le problème, c'est que le problème n'est pas l'éducation. La question, c'est la filiation. Ce qui est autre chose. Aujourd'hui, en France, rien n'interdit un couple d'hommes ou un couple de femmes d'avoir un enfant, des enfants, dans sa maison, de les élever. Rien. On a une législation qui est très permissive. Vous avez, il y a aucun article premier, il est interdit à 2 hommes d'élever un enfant. C'est marqué nulle part. Donc c'est possible. La seule chose que ne dit pas notre loi, et c'est là le sujet, c'est dire un enfant a 2 papas, il n'a pas de maman, ou un enfant a 2 mamans, il n'a pas de papa. C'est ça le sujet. C'est pas l'éducation. L'éducation est un des éléments. Mais la question, c'est la filiation. Et donc, ce qui compte, c'est quelle vision de la filiation on a. Et on a chacun sa vision. Et, enfin, on l'a, puis en même temps, on ne la travaille pas trop, parce que ça renvoie tellement à ce qu'on a vécu soi-même, avec son père, avec sa mère, etc. Avec les souffrances qu'on a pu avoir, avec celles qu'on a eues autour de nous, etc. C'est pas facile. Et donc, moi, j'avais beaucoup travaillé en 2011 là-dessus, et notamment, si vous avez l'occasion de regarder, on peut revoir les vidéos de la mission d'information, celle d'un pédopsychiatre qui est le docteur Lévy-Soussan. Vous le retrouvez, c'est... Voilà, pour moi, il m'a beaucoup éclairé. Il parle de piliers. Alors lui, il fait le pilier biologique, le pilier psychique, le pilier juridique. Moi, j'ai refait à ma sauce, entre guillemets, ces piliers pour dire la filiation, c'est quoi. Et j'ai vu 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier corporel. C'est-à-dire, la filiation, elle passe par un acte d'amour, un accouplement entre un homme et une femme, qui, dans leur altérité, leur différence sexuelle, eh bien, effectivement, se rejoignent. Et ça passe ensuite par une grossesse. Les femmes qui ont vécu, moi je suis mal placé pour en parler, savent ce qu'est une grossesse, et a fortiori un accouchement qui passe par le corps. Et ça, c'est une réalité qui est inscrite dans le corps. C'est le premier point. Le deuxième point, deuxième pilier, c'est le pilier éducatif. C'est celui qui consiste à dire, j'élève mon enfant, je l'aime, je lui apprends la vie, et puis ça reste, voilà, il y a cet aspect affectif, l'aspect psychique, c'est aussi du côté de l'enfant qui dit, ce sont mes parents. Alors, il y a toutes les difficultés, comment se construire, on est en opposition, tout ça, ok, bon, Freud, compagnie, voilà. Mais c'est ce pilier. Puis il y a le troisième pilier qui est le pilier social, qui est le pilier dans lequel la société va dire, oui, on reconnaît que c'est vos enfants. C'est l'état civil.
l'état civil, le nom qu'on transmet, le choix du prénom. C'est également, eh bien, c'est les textes sur l'adoption, sur la filiation, qui viennent amener ce troisième pilier. Et qu'est-ce qui se passe? On va dire, un schéma idéal, il faut toujours se méfier de ce qui est idéal et absolu, parce que ça peut conduire à des totalitarismes, mais c'est quand tout va bien, qu'il y a le pilier corporel qui est stable, mon papa et ma maman se sont aimés, ils continuent à s'aimer, ils m'ont élevé, ils m'ont bien élevé, hop, et la société me reconnaît, comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis, qu'est-ce qui se passe de temps en temps? Il y a un pilier qui boite. Voilà. Le pilier qui boite, c'est le pilier, admettons, éducatif. C'est l'enfant qui est violenté. Alors, je ne parle pas de la simple fessée, donc on va légiférer dessus demain, mais la violence forte, voilà, qui consiste à dire les parents ne sont pas en état, ne sont pas capables d'élever. Et là, c'est un acte très fort de l'État qui le fait de manière exceptionnelle, de manière subsidiaire, c'est-à-dire on constate qu'il y a une impossibilité, donc on retire l'enfant. On retire l'enfant. C'est exceptionnel, mais il faut que ça se fasse. Et donc, ce pilier éducatif, on sait que des fois, effectivement, ça ne marche pas, et il faut... Alors, c'est pour ça que je parlais du texte sur la fessée, enfin les violences éducatives ordinaires qu'on aborde. C'est pas à l'État de dire qui est bon parent ou mauvais parent, il n'en sait rien, l'État. Voilà. L'État, il n'a pas à se mêler de ça. Voilà. Il a simplement à vérifier que la dignité de l'enfant, en l'occurrence, est bien respectée, et qu'au-delà, c'est un devoir de l'État d'intervenir. Donc c'est ce pilier éducatif. Des fois, c'est le pilier corporel qui ne va pas. Le pilier corporel, c'est l'infertilité. C'est effectivement ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et à ce moment-là, vous avez ces techniques d'assistance à la procréation qui vont permettre de réparer. De dire, je n'arrive pas à avoir d'enfant, même avec mes gamètes, mais il y a ces techniques d'assistance à la procréation qu'on met en œuvre et qui permettent d'avoir un enfant. Puis de temps en temps, c'est même les gamètes qui ne fonctionnent pas. À ce moment-là, on utilise les gamètes d'une autre personne. Et on vient réparer d'une certaine manière. Et puis, il y a le pilier social, qui est finalement de dire, bah oui, moi voilà, j'ai pu avoir un enfant de manière corporelle pour une femme qui a utilisé une assistance médicale à la procréation, avec le sperme d'un homme qu'elle ne connaît pas, ou qu'elle connaît, mais enfin qui n'est plus dans sa vie. Et puis, j'élève mon enfant, mais la société ne reconnaît pas cette souffrance. Est-ce qu'il faut légiférer? Et donc, vous voyez que ces questions, elles se posent, mais on ne peut pas prendre qu'un seul pilier, quoi. Il faut bien avoir cet pilier. Et qu'est-ce qu'on fait jusqu'à présent? C'est qu'on a une législation qui, lorsqu'un pilier n'est pas stable, eh bien, on va renforcer les deux autres. On va renforcer les deux autres pour... ça ne remplacera jamais le troisième pilier, mais au moins que les deux autres soient solides quand ils sont sollicités. Et c'est notamment le très beau mécanisme de l'adoption plénière, qui consiste à dire, pour un enfant qui a perdu ses parents, ou qui a été abandonné, etc., ou l'accouchement sous X, on va permettre à un couple d'être parent et d'être pleinement parent. Pas à moitié, pleinement. Mais ce faisant, on répare une situation. On ne s'est pas amusé, entre guillemets, à créer la situation au début. Là, c'est différent. Ce qu'on propose de faire, c'est de créer une situation où, dès le départ, on crée un enfant qui n'aura pas de père. Voilà. Alors, j'entends, et je reviens en disant, mais il y aura des références masculines. Et effectivement, il aura dans sa famille le copain qui vient manger le samedi soir, il aura l'oncle qui voit... L'homme est présent encore dans notre société, donc il y aura ça. Mais qui dit référence masculine ne dit pas référence paternelle. Un papa, c'est pas un homme comme les autres. Si tant est qu'on s'accorde sur le sens du mot papa, du mot père. Et donc toute la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'un père et qu'est-ce qu'une mère, qu'est-ce qu'est la filiation. Voilà. Et que ce n'est pas uniquement du sperme ou d'un ovocyte. Mais ce n'est pas uniquement aimer un enfant.
Parce qu'encore une fois, je vous renvoie à la question, dans le schéma que sans doute vous défendez, qu'est-ce qui empêche d'avoir 3 parents? Si 3 femmes disent, nous c'est notre choix, pourquoi on interdirait à 3 femmes de s'aimer? J'ai aucun souci là-dessus, c'est pas marqué dans la loi, article 1er, il a interdit de s'aimer à 3. À partir du moment où c'est notre projet, on est vraiment, et on va les élever. Regardez, on les aimera, ces enfants. Au nom de quoi vous leur dites non? Vous n'avez aucune réponse. Moi, je le dis, c'est l'altérité sexuelle, qui est radicalement différente. Qui fait que cette altérité sexuelle, c'est celle qui fonde effectivement les référentiels ensuite sur lesquels on se construit. Et que ces notions, il suffit de voir combien l'absence de père fait souffrir aujourd'hui, pour tous ceux qui malheureusement n'en ont pas ou l'ont connu de manière dans des conditions difficiles, eh bien, c'est ce qui permet de dire. Le chiffre 2, il n'est pas magique en lui-même. Le chiffre 2, c'est pas lui. Le chiffre 2, il est magique parce que c'est 1 plus 1. Et un radicalement différent de l'autre. Vous voyez, c'est ma conception de la classe. Voilà. J'entends, elle peut ne pas être partagée, mais donc s'il y a des objections, il faut le dire. J'entends en termes d'égalité, mais la question qui se pose aussi, c'est de dire, on a aujourd'hui une incapacité dans notre pays à penser à la fois, à articuler l'égalité et la différence. Et l'égalité, ce n'est pas l'identité. Voilà. L'égalité, c'est à situation égale, réponse égale. Et donc, on peut dire un couple de 2 femmes est égal à un couple homme-femme, au sens de dire, on ne peut pas dire un couple est identique, c'est pas identique. Voilà. Et l'égalité n'a pas obligatoirement les mêmes droits, puisqu'on est sur des situations différentes. D'ailleurs, le Conseil d'État vient de prendre une décision dans laquelle il dit, notre législation, on ne peut pas s'appuyer sur le principe d'égalité pour revendiquer l'ouverture de la LNP en termes juridiques. On peut en termes de politique, hein. C'est un argument qui porte d'ailleurs, hein, qui marche bien. Voilà. Mais je prends l'interview, voilà, c'est le titre était, on ne peut pas sortir du slogan réducteur de l'égalité. L'égalité est un des points, mais ce n'est pas suffisant. Question de l'affiliation, ce n'est pas une question d'égalité. Réfléchissez quand vous êtes parent ou quand vous êtes fils ou fille. Quand est-ce que l'égalité vient? C'est une partie de notre vie. Il y a tellement d'autres choses qui se jouent au-delà de l'égalité. Voilà, c'est pour ça que par rapport à vos 3 exemples, mais encore une fois, il faut entendre les messages que nous disent Catherine, Claudine, j'ai oublié le 3e prénom, je les ai notés. Voilà, Corinne. Voilà. Oui, alors, excusez-moi. Monsieur Donc, je suis médecin généraliste, médecin de famille dans l'Indre, et vous avez commencé l'entretien en disant, mais pour les dons de sang, il n'y a pas beaucoup de problèmes, on est tous d'accord, tout se passe bien, etc. Je ne suis pas persuadé que tout se passe si bien que ça, on est bien dans un don anonyme et gratuit, mais on se rend compte quand même de plus en plus, bien que vous êtes ici dans l'Indre, dans un des départements qui est le plus généreux au niveau du don du sang, on se rend compte que quand même, malgré tout, il y a beaucoup de difficultés, et c'est pas aussi simple que ça. Le don de gamètes, c'est pareil. Est-ce qu'il sera anonyme et gratuit? Alors, la notion financière, en un mot, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que est-ce qu'on va pouvoir rester sur cet état de fait-là, qui pour nous est stable et rassurant, ou est-ce qu'on est parti dans autre chose? Alors, ce soit bien clair, hein, quand je disais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gros problème législatif. Qu'il y ait des problèmes de récolte de don de sang, tout ça, on est complètement d'accord. Qu'il y ait des problèmes aussi d'utilisation de produits dérivés du plasma et qui sont achetés à l'étranger, donc dans une logique. Et donc, voilà. Mais si vous voulez, notre législation est stable là-dessus et nous permet pour l'instant, si on ne la fait pas évoluer. Donc ce que je veux dire, c'est que la question, elle est bien en pratique. C'est à la fois continuer à mobiliser pour le don du sang, allez, on y va, tous, et puis voilà. Et puis de faire attention à ce que notre système de verrouillage au niveau de la gratuité continue. Voilà.
Et donc, c'est plus une application de la loi qu'on a à voir plutôt qu'une évolution aujourd'hui. Vous savez, quand on a reçu la Fédération française des donneurs de sang, etc., leur message est plus de dire attention, ne touchez pas, mais plutôt faites respecter. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, globalement, je ne veux pas comment dire, anticiper les débats, mais il n'y aura pas de position différente là-dessus, il y a vraiment, ça fait consensus. Sur la question du don de gamètes, c'est différent. Finalement, la question est de dire, est-ce qu'on continue à inscrire le don de gamètes dans la logique du don, des dons, don du sang, don d'organes, don de gamètes, ou est-ce que ça relève d'une autre logique? On peut s'interroger, parce que le don du sang, finalement, c'est quelque chose qui se renouvelle. Vous le donnez, enfin, il n'est pas identifiant. Voilà, il faut une compatibilité, etc. Mais c'est pas quelque chose qui permet de dire c'est celui-ci, c'est X machin, c'est Y. Donc, et donc, ça se fait comme ça, c'est simple. Le don d'organes, ça commence à être un peu plus compliqué. Parce qu'il n'est toujours pas identifiant. Un rein, une fois qu'il est sorti, c'est un rein. C'est pas un rein, mais il n'est pas renouvelable. Donc, le don d'organes, on commence, c'est un one shot, comme on dit. Il ne faut pas se tromper. Et donc, on est dans une... Et puis, don de gamètes, voilà, c'est au-delà. C'est-à-dire que c'est né de spermatozoïdes inconnus. C'est-à-dire, attends, c'est qui celui qui... voilà. Même s'il ne faut pas surinterpréter le biologique. L'ADN, c'est pas ça qui fait toute une vie. Hein. Bon. Mais, quand même, voilà. On voit bien qu'on ressemble, plus ou moins, etc. Et donc, la question, c'est de dire, est-ce qu'on reste dans une logique de tous ces dons avec les mêmes principes, ou est-ce que, parce qu'il y a un don qui engage plus, qui est le don de gamètes, on le sort de cette logique pour l'anonymat? Voilà, c'est la question. Chacun a sa réponse. Je dois dire, si vous voulez, que sur la question de l'anonymat du don de gamètes, il n'y a pas de réponse qui s'impose. Enfin, on n'est pas tellement sur des questions de principe. Parce que si vous voulez, la question de principe est antérieure. C'est le don de gamètes. On le permet, on ne le permet pas. À partir du moment où il est permis, il n'y a pas de bonne réponse qui s'impose. Voilà. Et en fait, c'est très amusant. Enfin, amusant, c'est que voilà, on peut remarquer, c'est que sur les débats, très souvent, c'est assez linéaire. Ceux qui sont d'un côté, ceux qui sont de l'autre, et puis on est très opposés. Puis il y a ceux qui cherchent un peu à être au milieu. Bon, ok. Et puis de temps en temps, vous avez des débats qui deviennent circulaires. C'est-à-dire que les deux extrêmes se rejoignent. Et c'est typiquement le cas que nous avions eu sur l'anonymat du don de gamètes en 2011. C'est que vous aviez, je vais vraiment caricaturer leur position, hein, donc voilà, mais vous aviez Noël Mamère d'un côté et Marc Le Fur de l'autre. Marc Le Fur, qui est vice-président de l'Assemblée, qui est sur des positions très conservatrices. Et Noël Mamère, qui est sur des positions plus progressistes. Noël Mamère est pour la levée de l'anonymat du don de gamètes. Pourquoi? Parce que plus il y a de parents, plus ça casse la famille traditionnelle, plus mieux ça va pour lui. Et Marc Le Fur est pour la levée de l'anonymat, parce qu'il dit c'est l'accès aux origines, c'est un droit. Et donc, il se retrouvait, le cercle se rejoignait à leur niveau. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis très réticent de la levée de l'anonymat du don de gamètes. Je suis en train d'évoluer, parce que si vous voulez, vous avez deux évolutions qui se font. Vous avez d'une part les tests génétiques qui permettent aujourd'hui, au-delà des lois, de pouvoir accéder à son identité. Mais deuxième point aussi, et là, vous voyez, j'ai eu l'occasion de rencontrer une association qui milite pour la levée de l'anonymat du don de gamètes et des représentants de l'association de ma circonscription, et une femme qui m'expliquait qui était née avec un donneur de sperme donc inconnu, qu'elle est tombée enceinte, et dans sa grossesse, elle est tombée malade. Et de ne pas savoir si cette maladie qu'elle avait pouvait être héréditaire, génétique de son géniteur biologique. Il faut l'entendre, ça. Enfin, je veux dire, vous voyez, donc c'est tout le travail qui est en train de se faire sur des données non identifiantes, qui permettraient d'avoir des connaissances sur le donneur de gamètes, qui ne permettent pas de dire c'est monsieur machin qui habite là, et vous allez 20 ans après toquer à la porte en disant on ne peut pas, mais qui permettent quand même de dire attends. Et le problème qu'il y a, c'est que les maladies du géniteur peuvent apparaître en cours de route. Donc ça veut dire aussi garder le lien avec les géniteurs, ce qui aujourd'hui, au niveau du CNAOP, hein, qui est l'institut qui gère cet accès aux origines, est très très compliqué à mettre en œuvre. Donc là-dessus, on est en train de voir, et moi je sais que je suis, voilà, personnellement, je serais assez ouvert
sur cette possibilité d'accès aux données de santé, etc. Mais de manière voilà, encadrée. Voilà. Oui, merci Monsieur Breton pour la clarté de votre exposé qui vraiment permet d'approfondir notre réflexion. Je voulais vous interroger sur la question de la mondialisation des questions inhérentes aux lois de bioéthique, puisqu'on voit bien que parmi les arguments qui sont développés pour les uns ou pour les autres, c'est ce qui est possible. Si c'est possible ailleurs, c'est que c'est forcément bon et que nous soyons éventuellement rétrogrades. Alors, plus ou moins, parce qu'on voit bien que, par exemple, l'actualité du bébé chinois cloné, on se rend compte que ce qui est ailleurs n'est pas forcément meilleur. Mais comment peut-on, quand on est parlementaire, penser la révision de loi avec cet environnement différent et toutes les questions qui se posent, par exemple, pour les bébés conçus à l'étranger. On voit la question de l'inscription à l'état civil. Comment est-ce que la commission parlementaire pense les choses? On a fait, par exemple, des auditions de représentants étrangers, belges, anglais, et moi je suis... le problème c'est qu'on... Enfin, si vous voulez, c'est comme si les Belges voulaient réviser leur législation, il faut une mission, pendant 3 mois ils bossent, et il faut venir pendant 2 heures à un parlementaire français. À la fin, qu'est-ce qu'ils vont savoir du sujet? Qu'est-ce qu'ils vont savoir? Les grands trucs, voilà. Bon. Mais, vous voyez, pour aller vraiment au fond des choses. Donc voilà, c'est tout le problème de se comparer avec d'autres États, c'est qu'il y a des logiques qui sont très différentes. Voilà, la culture est différente, l'histoire du droit est différente. Et donc, voilà, c'est pour ça que moi, ce que je pense, c'est qu'on doit être fier de notre droit, de cette exception française qui existe en matière de bioéthique, et qu'on doit se méfier de dire ça se fait ailleurs, faisons-le. On peut être sur une logique de moins-disant éthique, de dumping éthique. Voilà. Et il faut faire attention. On va prendre un exemple typique qui est celui des enfants nés par GPA à l'étranger et où il y a une demande de reconnaissance dans l'état civil de ces enfants, de la filiation de ces enfants nés par GPA. Bon. Et avec les parents qui utilisent l'argument de dire attendez, notre enfant n'y est pour rien. Bon. On peut quand même d'abord leur dire ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. C'est interdit, c'est une interdiction d'ordre public en France. C'est l'interdiction la plus forte qui existe, la GPA. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien justifier à partir de la GPA. La GPA, si on est convaincu que c'est l'utilisation du corps d'une femme, c'est quelque chose, moi je suis pour l'abolition universelle de la GPA. Voilà. Et qui en plus, on exploite ces femmes dans des pays pauvres, etc. Enfin, on connaît tout ce qui est en train de se faire. Mais ils ont fait, et ils arrivent, ils disent, c'est le fait accompli, l'enfant est là. D'abord, il faut dire, ils ont un état civil. C'est pas celui que souhaitent leurs parents, mais quand j'entends les oubliés de la République, c'est pas vrai. Ils ont une filiation qui est établie dans le pays où ça s'est fait, donc ils n'ont pas son papier. Hein. Voilà, donc faut pas, voilà. Ceci dit, j'entends que ce n'est pas suffisant. Je l'entends non seulement par la demande des parents, mais je donne peu de crédit à des personnes qui utilisent des procédés comme ça dans leurs revendications. Voilà. Parce que pour moi, c'est contraire à ma conception de la dignité de l'homme et de la femme en l'occurrence. Donc ensuite, voilà. Mais j'entends par rapport à l'enfant. Je l'entends par rapport à voilà. Et donc, il faut voir sous quelle forme peut se faire cette évolution de la reconnaissance de la filiation. Voilà. On aura à travailler là-dessus. Mais tout ça, c'est un exemple pour dire, attention, l'argument de dire ça se fait ailleurs, on le fait, voilà, soyons prudents. J'entends aussi, c'était l'exemple que disait tout à l'heure monsieur, quand vous évoquiez les femmes qui avaient les moyens qui allaient à l'étranger, et qui est un vrai argument. Ce que je dis simplement, c'est que ça continuera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un site qui s'appelle Cryos, K-R-Y-O-S, qui est au Danemark, où vous achetez le sperme du donneur, et plus vous mettez de critères, plus vous payez. Il fait telle taille, il a tel QI, etc. Ça continuera. Et un jour, on nous dira, ah mais ils sont obligés d'aller sur la banque danoise. Pourquoi on ne crée pas une banque comme ça en France? Voilà. Donc moi, l'argument
international. Voilà. J'entends que ça y a des... Voilà, c'est des dérives, mais soyons fiers de ce que nous faisons, continuons à le faire, on a une parole spécifique dans la matière, et au contraire, revendiquons-la, parce que je pense qu'elle a sa cohérence, elle a sa force, voilà, et qu'il faut que le rôle d'une société, c'est aussi de dire des choses qui des fois ne plaisent pas à ceux qui sont dans cette société, mais de le dire sereinement, encore une fois, voilà. Mais il faut pas rester bloqué non plus, parce qu'à un moment, si c'est trop bloqué, ça peut être, voilà, ça ne tient plus. Voilà. L'équilibre est aussi là. Merci. Bien, je me présente donc, indiquer d'où je parle, comme on disait quand j'étais jeune. Non, on ne m'entend pas, semble-t-il. Donc je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que l'on m'entend maintenant? Je ne suis pas très technique. M'entendez-vous? Je peux parler plus fort. M'entend-on mieux ainsi? Ah d'accord. Bien. Ah, je suis aussi audible. Trop peut-être. Bien. Je me présente donc, comme je disais, de mon temps, on disait d'où je parle. Je suis Jean-Yves Kerlouédan, membre de l'ADMD, Association pour le droit à mourir dans la dignité. On peut balayer différents arguments. Ça se fait à l'étranger, en effet, ce n'est pas une raison. Également, un aspect, je dirais, sordide, mais qui n'est pas inexistant, l'aspect économique. On peut objecter qu'il est beaucoup moins cher de pousser une piqûre que d'accompagner quelqu'un longuement dans des soins palliatifs. Bon, argument que l'on peut balayer. En effet, c'est vrai, ça coûterait beaucoup moins cher. Mais ce n'est pas une raison qu'on peut avancer. Également, autre raison, la majorité. Il y a une majorité écrasante. On peut contester la façon dont les questions sont posées, certes, mais une majorité écrasante en faveur d'une aide active à mourir. Bien, on ferait un sondage sur la peine de mort. Je ne suis pas persuadé que ce soit un choix très humaniste qui se dégagerait. Enfin, des questions plus personnelles, la toute-puissance. Ah, vous voulez réclamer votre toute-puissance, tout maîtriser. Ben oui, on peut vouloir maîtriser dans une certaine mesure sa propre mort, surtout que le coup n'est pas rattrapable, on ne fera pas mieux la prochaine fois. Bien, enfin, la vraie question, c'est quelle place une société peut accorder à une demande personnelle, un cas individuel, de demande d'aide active à mourir. Il n'y a pas de loi valable universellement, vous cochez tel case, bon c'est bon, allez hop, on vous pique, allez, c'est réglé. Je veux créer ce que disait Arthur Koestler en comparant l'obstétrique et l'euthanasie. Euthanasie, le terme fait peur, on pense euthanasie nazie, bon non, parlons donc d'aide active à mourir. En effet, quelle naissance actuellement est naturelle? On dit la mort naturelle. On peut poursuivre quelqu'un très longtemps. Je pense au numéro de Charlie ou Harry, je ne sais plus. C'était Franco va beaucoup mieux, il allait au cimetière à pied. Bon, on peut poursuivre très longtemps. C'est pas sérieux cette histoire. Également, j'invoquerai Montaigne, qui disait qu'il avait fallu une sage-femme pour le mettre au monde et qu'il faudra un homme aussi sage, sinon plus sage, pour le faire sortir de la vie. Bien. La question qui se pose, c'est pourquoi une aide médicale à mourir? Le bricolage, en l'occurrence, est difficile. On sait qu'il y a des suicides ratés, et c'est encore pire ensuite. L'intérêt d'une aide active à mourir garantit, je reviendrai très brièvement là-dessus ensuite, c'est que fait par des gens, sinon des pros, des gens compétents, ça évite les bricolages hasardeux. Je pense au suicide par arme à feu, ensuite, paf, il faut refaire l'appartement parce qu'il est complètement repeint avec ce qui reste de la personne suicidée. Donc, cette personne compétente. Alors dire également, ah oui, ça y est, je veux finir avec la vie, ça va pas, je déprime. Non, la dépression, ça se soigne. Donc, prendre suffisamment en amont la demande de la personne qui demande à être aidée. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des associations pour ça, pas forcément la nôtre ADMD, mais on a un médecin, on a des amis, on a une famille, on en parle largement. Il y a reconnu récemment, enfin assez récemment, des directives anticipées, dont on peut faire une publicité assez large autour de soi.
Donc, je m'intéresserai sur une chose. On dit oui, les gens qui demandent à se suicider n'ont pas forcément recours à l'aide qui leur est accordée en principe dans les pays voisins. Eh bien, justement, c'est un excellent argument. Une fois rassuré là-dessus, disant bon, le jour où ça se terminera vraiment mal, où le pire ira encore vers le pire, je pourrais être aidé. Ben, finalement, ça se passe pas si mal que ça. Voilà. Vous, j'y ai pas pensé. Je n'ai pas recours à cette demande qui m'avait été accordée. Eh bien, on meurt, si l'on peut dire, mettons les guillemets il faut, de sa belle mort. Donc, prendre suffisamment en amont la demande, la prendre en considération, savoir que c'est un choix éthique, c'est-à-dire une tension entre deux choses qui demandent également une transgression ou une tolérance qui n'est pas évidente. J'ai été un peu long, mais je me permettrai quand même de passer le micro à mon voisin avant votre réponse, dont nous vous recevons. Merci. Aussi membre de la DMD, je voulais compléter la présentation de mon collègue. Que fait-on dans les cas d'échec des soins palliatifs? Si nous prenons le cas d'Anne-Hubert, qui est allée en Suisse, en Belgique mourir. Elle avait demandé d'être reçue par Madame le ministre de la Santé, qui l'a très bien reçue, mais la conclusion, Madame, je ne peux rien pour vous. Or, actuellement, quelqu'un qui est en échec de soins palliatifs, en France, n'a aucune solution. Par contre, si vous possédez des sous, vous pouvez aller à l'extérieur de la France pour pouvoir accéder à une fin de vie correcte. Donc notre République affiche liberté, égalité, fraternité. Liberté, vous n'avez pas le choix. Égalité, si vous avez des sous, vous obtenez ce que vous voulez. Fraternité, je vais y revenir. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de l'Africain Kouané. À l'âge de 14 ans, il assiste à l'assassinat de ses parents chez lui. Il profite du temps où les tueurs violent sa sœur pour partir. Au bout de 2 ans, il est arrivé en Espagne. Il raconte sa traversée de la Méditerranée. Le bateau est tombé en panne, il a failli couler. Et c'est des dauphins qui ont assuré la sécurité du bateau jusqu'à l'arrivée d'un bateau de la Croix-Rouge espagnole. Eh bien, la fraternité en France, notre République, n'apporte pas à sa population l'aide quand elle est dans le besoin. Merci. Alors, sur la question de la fraternité, on a quand même un système de protection sociale qui est fondé sur la solidarité. Il faut d'ailleurs se battre pour le conserver et que beaucoup de pays nous envient. Mais ça, ce serait un autre sujet. La question de l'euthanasie, alors j'entends, prenons pas le terme pour pas qu'il soit péjoratif. Hein, il est connoté, je l'entends, mais donc de l'aide active à mourir. Et puis la question du suicide. D'abord sur la question de l'aide active à mourir. Le premier point, vous avez raison de dire que les questions de directive anticipée, c'est un bon point. Ça permet, parce qu'effectivement, on est une société qui ne parle plus de la mort, qui ne pense plus la mort. Et c'est important que la mort, ça fait partie de la vie. Voilà. C'est ça, quelles que soient les conceptions que nous avons, et de s'interroger sur ce que va être sa propre mort. Alors ça vient en vieillissant, bien sûr, un temps on pensera ça, mais c'est pas non plus en n'en parlant pas, en montrant plus de cadavres à l'âge de l'adolescence. On sait que c'est toujours un choc, enfin, ça se faisait avant, dans les campagnes, on allait voir le grand-père qui était mort et tout. Maintenant, on cache, etc. Donc, on a besoin. Et les directives anticipées, c'est une manière de dire, de penser sa mort et puis de penser sa fin de vie, cet accompagnement vers la mort. Donc, les directives anticipées, c'est sans doute une bonne chose. Sur les soins palliatifs, c'est sûr qu'on a beaucoup de retard. Hein, et qu'aujourd'hui, la question, c'est effectivement une fin de vie qui est faite dans la douleur, dans la souffrance, même s'il y a eu des nettes améliorations qui se sont quand même développées, mais on n'a pas assez développé ce qu'on appelle la culture palliative, c'est de mettre vraiment cette notion du palliatif au sein de notre système de santé, en termes de formation, au moment des études médicales, en termes de tarification. La tarification est plus intéressante pour des actes chirurgicaux que pour des actes de soins palliatifs, etc. Donc on a un système de santé où on relègue souvent les services au fond à droite dans un établissement,
Alors qu'on devrait avoir cette culture palliative qui soit au cœur vraiment de notre système de santé. Donc on a sans aucun doute à améliorer les choses. Le troisième point, c'est, j'entends l'autonomie, hein, et l'éthique de l'autonomie qui consiste à dire je sais ce qui est bon pour moi, et donc je pense que ma dignité c'est ça. Moi je pense qu'on ne peut pas définir sa dignité. Attendez, je finis, je ne vous ai pas interrompu, donc on finira, on parlera tout à l'heure, mais c'est pour aller jusqu'au bout. La dignité, c'est quelque chose qui ne se définit pas, qui s'impose à tout le monde, et qu'on ne peut pas soi-même dire ma dignité à moi, c'est de ne pas être handicapé, machin, tout. Non, je pense que c'est quelque chose qui s'impose. Mais là aussi, c'est une conception de la personne. Mais le risque dans cette conception de l'autonomie, c'est les risques de pression les plus vulnérables. Parce que qui dit, quand on a des personnes autour de soi qui sont vieillissantes, qui se sentent comme un embarras pour leurs proches, et on l'a tous autour de nous, et en disant sa mère qui vieillit et qui vient, ah, je vous embête, à dire mangez le dimanche chez vous, etc. Et si on lui dit, tu as la possibilité de cocher telle case, et hop, tu te débarrasses le plancher et en même temps tu débarrasses tes enfants, qu'est-ce que vous avez appris? Et ça, je trouve qu'on est une société qui n'a pas assez d'attention, et par rapport à celui qui est le plus faible psychologiquement, socialement et tout, attention, trouvons-le. Et je finirai sur la question du suicide. C'est une problématique de fond. C'est une image. Vous avez, réfléchissez, vous êtes vous vous promenez, vous avez un homme ou une femme qui est sur le parapet d'un pont, qui est prêt à se jeter. Qu'est-ce que vous faites? Vous le poussez, vous le reprenez. Réfléchissez bien, c'est le fond. Voilà. Et l'instinct naturel, c'est de le refaire revenir. Le choix de dire, il sait ce qu'il fait, là, je le pousse, voilà. Simplement ça. Ce sont des choix, il faut les assumer. Ce qui compte, encore une fois, c'est d'être cohérent. Je ne doute pas que vous soyez dans votre programme. Je vous prie m'excuser. En très peu de... Non, mais allez-y, c'est normal, c'est bien qu'il y ait... Voilà. Tout d'abord, dignité, c'est un terme que je n'ai pas employé. Sauf dans le titre de votre association. Oui, d'accord, mais comme on dit, le soleil se lève. On sait très bien que le soleil ne se lève pas. Malheureusement, le terme de dignité, malheureusement à mon sens, fait partie maintenant de l'appellation. On dit dans dignité, à mon avis, c'est un terme très mal choisi. On peut mourir de façon autrement digne que par une aide active à mourir. Bon, chacun le sait, donc mettons une croix là-dessus. Également, les risques de pression, c'est vrai. D'où ai-je dit les choses suffisamment en amont. Personnellement, je suis adhérent depuis l'âge de 40 ans. J'ai pensé à on peut dire, vous êtes obsédé par la mort. Bon, j'y pense depuis un certain temps. On sait de toute façon que le terme est celui-ci. Également, une personne sur un parapet, on ne va pas lui demander, vous êtes là-dessus depuis combien de temps? Est-ce que vous avez bien réfléchi? Non. Cas désespéré, on l'aide. De même qu'une personne qui essaie de se suicider, on sait que cette personne est prise en charge par la médecine, le parcours normal c'est psychiatrie, etc. Et on voit ce qu'il en est. Mais quelqu'un qui depuis des années, je parle en mon nom mais je ne suis pas le seul, dit j'ai choisi telle chose, on peut même dire que certains types de sortie de la vie fait partie d'un projet de vie. On pense au suicide stoïcien par exemple. On peut dire c'est du pipeau. Non, quelle théorie n'est pas du pipeau? Alors donc, ces arguments que vous avez dit, je les entends, mais on peut très bien dire ils sont réfutables. Mais je reviens à la question, quelle place une société peut accorder à une demande fondée depuis longtemps, argumentée depuis longtemps, de sortie de la vie? Et je suis tout à fait conscient d'une chose, il y aurait là un verrou qui sauterait, qui serait extrêmement délicat, parce qu'ensuite, dépression, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il y aurait des abus qu'une loi telle peut être rejetée. J'étais un peu long, je vous prie de m'en excuser. S'il vous plaît. Vous pouvez m'excuser d'intervenir, mais il y a quelque chose qui me choque depuis que je suis en France. C'est le comportement qu'ont les familles vis-à-vis des personnes âgées. Le comportement des familles vis-à-vis des enfants qui ont été adoptés, ou de l'anonymat de l'enfant. Quand je m'occupe, ça fait 15 ans que j'essaie de trouver le père d'une fille qui est très malheureuse, qui ne reconnaît pas son père. Sa mère est décédée, elle lui a pas dit qui était son père. Il a fallu que je monte à l'hôpital pour dire que cette fille
était mourante et qu'il lui fallait savoir quelle était sa filiation, la mère au moins, tout au moins. Et on m'a envoyé l'acte de naissance. Mais c'est scandaleux, cet anonymat, les enfants n'ont pas le droit de se défendre, n'ont pas le droit de... Il peut y avoir des erreurs comme ça, c'est épouvantable. Vous parlez, par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé d'enfants adoptants. Mais je vois 2 enfants comme ça. Mais que faites-vous si l'enfant est malade et qu'ils ne connaissent pas sa filiation? C'est quand même grave. D'autre part, ce qui me gêne aussi, c'est par rapport aux personnes âgées. Les personnes âgées, il est très facile maintenant, chose qui n'existe pas dans beaucoup de pays, on augmente les maisons de retraite, on ne sait pas comment ça fonctionne, allez faire des tours. J'ai fait des tours dans les maisons de retraite. Quand vous voyez qu'un patient est par terre et qu'il passe toute la nuit sur le sol parce que personne n'est venu le chercher, eh bien, je vous assure que c'est quand même grave. Ne dites pas non, madame, parce que je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu autant ici à Châteauroux qu'à Paris. Alors ne dites pas non, je m'occupe assez de social pour voir ça. Donc essayez avant de créer des maisons de retraite, voyez comment ça fonctionne. Voyez si vous avez du personnel compétent, parce que le personnel n'est pas toujours compétent. Je ne dis pas qu'il n'est pas compétent dans le sens le dévouement, mais je veux dire qu'un monsieur qui avait quand même à peine 90 ans et qui était à peine et qu'on a trouvé mort parce qu'il était tombé dans la nuit et que personne n'est venu le chercher, c'est scandaleux. Réfléchissons quand même tous ensemble. Arrêtons de créer les maisons de retraite et voyez comment ça fonctionne d'abord. Alors, là, c'est... D'ailleurs, pardon, il y avait des photos, un dossier de photos à la Nouvelle République que j'avais envoyé. Voilà. Voilà, alors bon, par rapport à le débat, de toute façon, il va se prolonger. Hein, donc j'ai entendu vos arguments, chacun y réfléchit. Et puis, voilà, on ne va pas continuer à débattre sur le sujet. Ça fait l'objet en lui-même d'un débat qui est passionnant. Madame, vous avez complètement raison sur la situation de nos EHPAD. Là-dessus, il y a eu un rapport, notamment du Conseil économique, social et environnemental, qui est vraiment affligeant sur ce qui est à faire, avec un personnel qui est en désespoir complet dans ces établissements. C'est en fait la question de la création d'une 5e branche dans notre système de protection sociale, qui serait la dépendance. On sait qu'on a les 4 branches historiques qui ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont la branche sur le chômage, sur la retraite, maladie et famille, qui correspondaient à 4 occurrences dans la vie où on tombe malade, on va en retraite, on a un enfant et on se retrouve sans emploi, et où il y a la solidarité nationale qui s'exprime. Depuis, maintenant, il y a un nouveau risque qui est apparu sociologiquement, la dépendance. On essaye d'y répondre tant bien que mal. Il y a des expérimentations qui sont faites. Les MESAF ont fait des MARPA, je pense qu'il y en a également dans le département de l'Indre. Il y a maintenant des foyers résidences, tout ça, mais on se rend compte qu'on n'est largement pas à la hauteur. On est complètement... Juste un point aussi, je voulais revenir sur la question de la connaissance des origines, etc. Là aussi, il faut entendre, mais attention, je voyais par exemple des collègues qui parlaient de la situation de parents d'un couple homme-femme qui a eu recours à une MP avec un tiers d'honneur et qui ne le disait pas à son enfant. Et en disant, c'est un mensonge de fait. Alors, on peut le dire comme ça dans une conversation, mais attention à ce que la loi ne prenne pas ce mot de mensonge, parce que pour moi c'est un secret de fait. Je pense que globalement, dans la société, on est d'accord que ce secret n'est plus opportun avec les évolutions sociologiques, avec cette possibilité de recourir aux tests génétiques, etc. Il vaut mieux dire à son enfant, ben voilà, sache que c'est pas le sperme de ton papa, c'est celui d'un autre donneur, ça change rien entre nous, voilà. Et on l'a fait. Mais si une famille veut continuer à ne pas le dire, et voilà, c'est de la liberté de la famille. Et quand on entend qu'on dit c'est un mensonge, c'est pas un mensonge, c'est un secret. Alors, vous allez dire, on peut aussi pécher par omission. Voilà. Bon, mais voilà, il faut être prudent, voilà, de dire ne mettons pas trop de pression. Je pense que de fait, dans les mœurs, aujourd'hui, des parents qui vont recourir avec ces techniques qui en plus se sont bien développées, vous savez, vont pouvoir assumer le choix de dire à l'enfant, mais que l'État n'oblige pas. Parce que il faut voir que le mécanisme que j'indiquais tout à l'heure de filiation qui est en train d'être apparu pour les couples de femmes pour l'assistance médicale à la procréation, avec tiers d'honneur, quand je vous disais qu'il serait même pour les couples hommes-femmes, ça obligerait
le couple homme-femme à faire cette déclaration d'intention, qui aujourd'hui n'est pas obligatoire en termes de reconnaissance dans les actes d'état civil, enfin de publicité des actes d'état civil. Oui. Permet en aucun cas pour des enfants nés sous X d'avoir accès à leurs origines. Du coup, on sait, au niveau social, vous parlez de la filiation corporelle éducative, au niveau social, comment c'est pensé? C'est pensé en disant, tout d'abord, il vaut mieux un accouchement, laisser la possibilité d'un accouchement sous X plutôt que d'un avortement. Il y a une liberté, mais dire, pour certains enfants nés sous X, il n'y aurait pas eu cette possibilité, il ne serait pas là aujourd'hui. Parce qu'il y aurait eu le choix, la liberté d'avorter, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. C'est-à-dire, on donne cette possibilité. C'est parce que la mère a l'enfant et manifestement, elle ne peut pas l'accueillir. Et elle lui donne la vie en même temps. Voilà. Donc c'est très compliqué pour les enfants ensuite, les sous-X, qui vont vivre souvent en se disant pourquoi elle a fait ça. Voilà. C'est très, très, très. Mais à partir de là, qu'est-ce que dit la société? C'est-à-dire, on constate qu'il y a un enfant qui est là, devant nous. C'est bon qu'un enfant soit élevé par une famille. Et on va donc lui permettre d'avoir des parents d'adoption. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un système d'adoption plénière où l'enfant va pouvoir dire « ce sont mes parents, c'est complètement mon papa, complètement ma maman ». Il restera toujours l'abandon, etc., avec le drame, aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Mais voilà, en tout cas, on fait comme si. Et pour la construction de l'enfant, il va regarder son papa et sa maman, ils vont dire, ils auraient pu s'aimer sous la couette, et j'aurais pu être né de cette union. Cette union est crédible. C'est une fiction, mais qui est crédible. C'est pareil avec une adoption, quand vous prenez un petit enfant asiatique ou africain, il regarde ses parents, il se dit, les parents n'ont pas les yeux bridés, ou ils ne sont pas noirs de peau. Mais c'est un homme et une femme, ils auraient pu s'aimer sous la couette et m'adopter. Voilà. Et donc, on a introduit dans notre droit cette notion d'éducation par un homme et une femme, mais surtout, parce qu'encore une fois, l'éducation, on l'interdit à personne. Personne d'être à 5 dans un appartement, ça fait des enfants, c'est pas interdit. Mais surtout, on introduit cette notion de filiation qui est crédible. Alors, il y a un cas que vous allez m'objecter, c'est l'adoption qui est permise par les personnes célibataires. Notre droit permet à une personne célibataire d'adopter un enfant. Et donc, quand l'enfant adopté regarde son père d'adoption ou sa mère d'adoption, il se doute bien qu'il n'était pas tout seul sous la couette, qu'il aurait pu l'avoir. Et donc, et d'ailleurs, c'est un des arguments qui est utilisé aujourd'hui dans les débats que nous avons, par ceux qui sont pour l'ouverture de l'AMP, sur cette question, effectivement, de l'adoption par les célibataires. Alors, il faut qu'on regarde historiquement pourquoi ça a été fait, hein, parce que, apparemment, mais je ne connais pas assez le sujet, enfin, de manière certaine, ce qu'on dit, c'est que c'était après la guerre des enfants qui étaient orphelins, et où un oncle ou une tante célibataire pouvait les adopter pour les aider ensuite. Bon, est-ce que l'histoire est vraiment à savoir? Et puis, deuxième point, aujourd'hui, quelle est la réalité de l'adoption par des personnes célibataires dans le pays? Combien il y a de cas? Ça correspond à quoi? Quelles attentes? Ça, c'est intéressant à voir. Et là, je n'ai pas les réponses. Oui. Savoir de qui ils sont nés, avec les questions au niveau médical, mais au niveau historique, et de l'histoire qui s'est passée, qui a conduit cet enfant. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, au niveau des recherches, des études longitudinales, on a pu montrer que ces enfants nés sous X, n'ayant pas, voilà, développent une fragilité. À l'heure d'aujourd'hui, la loi continue de le permettre. Comment éthiquement, comme vous parlez de filiation au niveau corporel, éducatif, social, comment socialement, éthiquement, on pense cette question-là de sciemment refuser le fait du point de vue, en se plaçant du point de vue de l'enfant. Hein, j'ai bien compris. Oui, j'entends. Voilà. J'entends. Mais si vous voulez, on peut réfléchir, qu'est-ce qu'on met en tension pour
s'il fallait répondre, c'est-à-dire comme il n'y a pas le pilier corporel, puisqu'il n'y a plus physiquement la mère, on consolide les deux autres piliers, le pilier éducatif et le pilier social, en disant c'est une adoption plénière, ça peut être une adoption à moitié. On a un mécanisme d'adoption simple qui existe, et il y a une mécanisme d'adoption plénière. L'adoption plénière, il y a peu de pays qui l'ont. Hein. Là aussi, si on voulait faire comme les autres, on le ferait moins. Mais, et donc on fait comme si. Mais ceci dit, en renforçant d'ailleurs ces piliers, peut-être que du coup ça renvoie encore plus au pilier corporel. Hein, vous voyez, enfin, cet affaiblissement du pilier, cette absence même du pilier corporel, parce que c'est même une absence. Vous voyez. Voilà, donc pour l'instant on était en disant c'est un mécanisme d'adoption plénière. Et donc on ne laisse pas le moindre jeu, ni au de la société pour jouer entre les parents et l'enfant adopté, ni l'enfant adopté juridiquement. La fonction du CNAOP, elle est de pouvoir donner des éléments sur la base du volontariat de contexte. Voilà. De dire, mais pas d'identification. Mais il y a la possibilité pour... voilà. Mais il faut sûrement améliorer ça, vous voyez, sans obligatoirement aller jusqu'à l'identification. Il y a peut-être, voilà, il y a des choses, je parlais des données de santé, mais voilà, il y a sûrement, voilà, on avait quelque chose de très ferme, qui était très solide, qui correspondait à une époque. On voit des évolutions, des coups de boutoir par rapport à ça. Il faut les entendre. Mais encore une fois, attention, si on supprime, ne serait-ce qu'en partie, par quoi on remplace. C'est toujours la question. Hein, c'est réformer tout ce qu'il faut et conserver tout ce qui vaut. C'est une ligne de crête qui est toujours intéressante. Il y a des choses à réformer, il faut faire, mais ce qui a de la valeur, il faut le conserver ici. Donc il faut être dans cette ligne de crête et attention à ne pas basculer d'un excès à l'autre sans avoir remplacé. C'est simplement ça. Merci. On va prendre une dernière question parce qu'on arrive au terme du temps imparti. Merci monsieur le député pour cette intervention. Ce ne sera pas une question à votre destination, mais il y a un sujet qui a fait un vif débat dans la salle, c'est notamment le traitement des personnes âgées en perte d'autonomie dans les EHPAD. Je m'appelle Nassim Arfa, je suis chargé d'affaires publiques à la Mutualité française, donc en charge de tout le déploiement régional, des stratégies d'influence. Et juste pour vous avertir, étant donné le vif débat qu'a procuré et qu'a fait cette question, que la Mutualité française a déployé un réel plan régional sur cette problématique du grand âge et perte d'autonomie. Il y a un observatoire qui est disponible depuis le 1er octobre dernier, qui répond à la volonté de la ministre de la Santé d'ouvrir ce débat pour l'année 2018, avec un examen parlementaire qui devrait intervenir à la fin 2019. Donc si le sujet vous intéresse, vous avez toutes les informations sur le site de la Mutualité française, avec tout d'abord un observatoire qui a été diffusé, qui dresse des constats, mais la Mutualité française ne s'arrêtera pas là, puisqu'à partir du mois de décembre et du début de l'année 2019, on fera des propositions très concrètes à destination des pouvoirs publics, notamment sur 3 chantiers qui concernent l'offre de soins dans les EHPAD, à destination des personnes en perte d'autonomie, sur les modes de financement, puisque vous savez que c'est une vraie problématique, comment financer la perte d'autonomie, et également un troisième sujet qui regroupe ces 2 premières problématiques, qui est la prévention de la perte d'autonomie pour les générations à venir. Alors, je me permettais juste d'intervenir suite au débat qui a suscité votre intervention. S'il vous plaît, simplement. Ce qui me choque aussi, c'est que le coût d'opération. Vous avez des personnes âgées qui ont très peu de ressources, ou à faire 1 500 €, mais avec 1 500 €, ils payent quand même des impôts. Et c'est quelque chose d'épouvantable. Il y a une question d'éducation, parce que regardez dans les Maghrébins, je parle des Maghrébins, je viens du Maghreb, tout ça. Vous avez dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, vous n'avez pas de musulmans, vous n'avez pas parce que les familles gardent leurs parents chez eux. Pour eux, c'est une insulte pour la personne qui est âgée de l'envoyer dans un établissement comme ça. J'ai des exemples, ça fait quand même des années que je m'occupe de ce cas-là, de cette situation. Je vous assure, c'est choquant. Vous avez les parents qui ont des moyens. Il n'y a pas longtemps, un monsieur qui a fait un AVC, quand il revient, on lui dit « tu ne peux pas rentrer chez toi parce que les enfants ont mis la maison en vente », vous dites « c'est pas possible pour le coller dans une maison de retraite, c'est pas possible ». Il y a une question d'éducation, c'est immoral. Il faut se pencher sur ce côté social aussi. Après, bien évidemment, nos propositions n'ont pas vocation à refaire le rapport aux personnes âgées dans les familles. Et on essaiera d'y répondre à travers nos propositions. On vous assure. Merci.
merci. On va conclure cette matinée. Merci d'y avoir participé. On achève sur les EHPAD et nos aînés. C'est aussi une question d'éthique. Merci en tout cas à Xavier Breton. Je crois que vous avez vraiment éclairé tout le monde et donné des clés de réflexion sur ce sujet de la bioéthique dont on va traiter toute l'année 2019. Merci à tous et bonne fin de journée.